Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Christelle Doisy. Ses victimes se comptent par dizaines. Elle a volé, escroqué, menti. Elle a plumé ses propres compagnons jusqu'à la ruine. Et pour tenter d'échapper à la police, elle s'est même enfuie à travers l'Europe avec ses enfants. Manipulatrice hors pair et longtemps insaisissable, qui est celle que la presse surnomme la menthe religieuse? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Vendredi 10 novembre 2023, île de Samos en Grèce. La police locale est appelée pour un différend dans un camping. Une Française est en train de faire un scandale. Elle refuse de payer sa location auprès du propriétaire. Les agents relèvent son identité et là, surprise, tous les voyants sont au rouge. Elle s'appelle Christelle Doisy. Elle est fichée Interpol et c'est la femme la plus recherchée de France. Mise en examen pour plus d'une soixantaine de vols et d'escroqueries, Christelle Doisy, 49 ans, était en fuite depuis un mois. Christelle Doisy, c'est le « attrape-moi si tu peux » version féminine. C'est une des plus grandes escrocs françaises. Une escroc hors norme qui a bâti sa réputation sur l'arnaque et le vol. Sa spécialité, détourner la fortune des hommes qu'elle séduit avant de les dépouiller complètement. J'ai perdu 450 000 €. J'étais humilié, détruit, sali, parce que on se sent sale de tout ça. Une obsession, le fric, c'est tout. Une carrière de séductrice fatale aux nombreuses victimes qui lui vaut dans la presse le surnom de menthe religieuse. La menthe religieuse, c'est un insecte qui est connu pour tuer le mâle et ne laisser que le corps vide. Quand elle repart, les maris, les compagnons n'ont plus rien. Elle laisse ses victimes totalement dépouillées. Tous ces hommes ont tout perdu. Aujourd'hui, sous les verrous, Christelle Doisy va bientôt devoir répondre de ses actes devant la justice. Alors, qui est cette femme aux multiples visages ? Retour sur une vie de mensonges et sur le parcours hors du commun d'une serial arnaqueuse, mythomane et manipulatrice. Pour bien comprendre cette incroyable histoire, il faut remonter à son enfance. Nous sommes à Migène, un gros bourg du département de l'Yonne. C'est ici que naît Christelle Doisy en 1974. Une jeune fille sage et discrète, comme s'en souvient son père, Richard. Avec ma fille, on était soudés, je ne peux pas vous dire autrement, quoi. Richard Doisy, père de Christelle Doisy. On était en osmose avec ma fille, on était en osmose. Christelle Doisy a une enfance tout à fait normale. Virginie Selvetti, journaliste. Structurée, dans un foyer aimant, c'est une bonne élève. Rien à signaler de particulier. Christelle Doisy grandit auprès de parents divorcés, mais présents. Une jolie blonde studieuse qui se destine au métier de laborantine. Mais à l'âge de 16 ans, le comportement de la jeune fille va brutalement changer. Mars 1990, Christelle Doisy rentre à la maison complètement terrifiée. Elle affirme avoir été enlevée et violée le jour même par un ami de son père. Ses parents l'emmènent immédiatement porter plainte. Face aux gendarmes, elle décrit son agression, mais rapidement, ces derniers ont des doutes.
Elle avait soi-disant été kidnappée par un mec qui était mon associé à l'époque. La police l'a interrogée, elle a fait une déclaration pour faire un portrait robot. Non, mais ça a été loin. Enfin, ça s'est terminé de toute façon parce que la police a abandonné, parce qu'ils ont bien vu qu'il n'y avait aucune poursuite à faire, c'est tout. Pourquoi la jeune fille a-t-elle menti? Cache-t-elle un secret plus lourd encore? À partir de ce moment-là, la lycéenne ne sera plus jamais la même. Elle se renferme, elle s'isole et commence même à voler de l'argent au sein de sa propre famille. Elle me prenait de l'argent dans ma poche, ça c'est sûr. Ça, je le voyais, ça. C'est pour ça qu'après, je retirais, je mettais toujours là mon argent dans ma poche. Et il va y avoir un mini-scandale où Christelle Doisy va réussir à voler à sa grand-mère un billet de 500 francs à l'époque. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. On va lui demander des comptes, évidemment. La famille la questionne. Et là, avec un aplomb incroyable, elle va maintenir devant toute la famille qu'elle n'a absolument rien volé. Son père, Richard Doisy, il est un peu démuni Nicolas Guanard, journaliste au Parisien. face à cette situation parce qu'il ne comprend pas comment sa fille en vient à mentir. On passe de la petite fille adorable, sage et tranquille à la menteuse invétérée, à la manipulatrice, à la voleuse. Après cet événement, Christelle Doisy va passer à la vitesse supérieure. Elle ne va plus seulement s'attaquer à sa famille, elle va changer de cible et prendre une autre dimension. C'est fini la petite chipie qui raconte des histoires à la Pinocchio. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Elle devient une faussaire. À 19 ans, Christelle Doisy se fait prendre la main dans le sac alors qu'elle tente de voler des tampons officiels à la mairie de Migène. À partir du moment où elle ne peut plus voler de chèques à sa famille parce que tout le monde planque tout, il s'agit donc désormais d'essayer de voler des chèques ailleurs, à d'autres personnes. Il faut donc qu'elle se fabrique une fausse identité. En volant ce tampon dans la mairie, on peut penser qu'à ce moment-là, elle a l'intention de faire des faux papiers dans le but de prendre une fausse identité pour commettre des vols. Elle a 19 ans, elle est prise la main dans le sac à ce moment-là. C'est un vol suffisamment important. Elle est convoquée devant la justice pour ça. Et elle va prendre 6 mois de prison avec sursis. Son père, impuissant, assiste à sa lente descente aux enfers. Ça peut pas faire plaisir, monsieur. Comment voulez-vous d'entendre que sa fille est condamnée? Je peux pas sauter de joie. À 20 ans, elle rencontre un sapeur-pompier. C'est le coup de foudre et très vite ils se marient. Chacun espère la voir enfin s'assagir, mais comme avec sa famille, la jeune femme se met rapidement à voler de l'argent et des chèques à son compagnon. Elle s'est mariée, donc on s'est dit bon, mais même mariée, ça n'a rien arrangé. Le couple finit par voler en éclats. Alors en 2000, à 26 ans, Christelle Doisy rompt avec tout son entourage. Elle quitte Migène et elle disparaît littéralement des radars. Cette rupture est-elle motivée par l'envie de prendre un nouveau départ? Christelle essaie-t-elle de fuir ses démons? Durant 3 ans, elle ne fait plus parler d'elle, jusqu'en 2003. La jeune femme s'est installée au Mans, où elle est embauchée dans un club sportif. Elle doit y tenir à jour les inscriptions et les comptes. Mais Christelle ne tarde pas à retomber dans ses travers. Elle est à l'accueil, elle est à la caisse. À ce moment-là, elle va carrément encaisser à son nom les chèques des clients. Elle va voler comme ça, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, quelques milliers d'euros en réalité. Le club porte plainte et pour la première fois, Christelle Doisy est condamnée à quelques mois de prison ferme par le tribunal du Mans.
Lorsqu'il apprend que sa fille est derrière les barreaux, son père est dans l'incompréhension. Comment vous pouvez expliquer, avec un salaire plus que correct, détourner des fonds? Expliquez-moi ça si c'est pas ancré en vous. Richard Doisy espère que cet emprisonnement servira d'électrochoc à sa fille. Mais rien ne semble pouvoir freiner la jeune femme qui tombe alors dans une véritable spirale du crime. Elle aurait pu, après la prison, se réinventer une vie légale. Elle n'a pas pris cette option. En l'espace de 3 ans, elle écope de 8 condamnations, soit pour des chèques volés, soit pour avoir refusé de payer des locations ou des chambres d'hôtel. On la suit faire un tour de France grâce aux mentions de son casier judiciaire, qui fait déjà 4-5 pages à ce moment-là, hein. Elle fait le tour des tribunaux. C'est quelqu'un qui n'aime pas payer. Quand elle prend de l'essence, elle s'en va sans payer. Quand elle va à l'hôtel, c'est pareil. Si elle va dans une location meublée, elle s'en va sans payer et même en emportant des choses. Elle va piquer des matelas. Elle va aller jusqu'à voler de la lessive. Alors, ironie de l'histoire, Christelle Doisy a loué à un monsieur sur Le Bon Coin son pavillon et elle va ensuite revendre sur Le Bon Coin les objets qu'elle a volés. Son secret, le culot. Cette vidéo exclusive, datée de 2023, permet de découvrir sa méthode désormais bien rodée. Christelle Doisy a pris un restaurant en location-gérance avec son compagnon. Elle n'a légalement pas le droit d'y dormir, mais elle s'y est installée aux grandes dames du propriétaire qui vient réclamer des comptes et décide de filmer discrètement la scène. Pour dormir, ça c'est convenu avec vos parents qu'on pouvait dormir là parce que votre père quelques vous a... jours, pendant quelques non, jours, non, non, pas pendant quelques jours, c'était que votre père a dit on peut Vous savez dormir. pourquoi? J'en ai parlé à mon assurance. J'ai voulu chercher un logement et votre papa a dit bah non, c'est pas la peine, il y a la pièce là, on peut très bien mettre un lit. Oui, mais alors le loyer il est où? Avec 200 €. 200 €, il a été versé. Et là de toute façon tout est bloqué maintenant. Il a été versé où? Sur le compte que vous sur le RIB que vous nous avez donné. Avec un aplomb incroyable, Christelle Doisy, qui n'a rien payé, ment et va jusqu'à menacer le propriétaire de le traîner en justice. Et de toute façon, vous allez recevoir une assignation en opposition. Et de toute façon, là, il y a un constat d'huissier. Donc, tant que c'est pas passé au tribunal, il n'y a rien qui bougera, ça restera comme ça. D'accord. L'homme mettra des mois à chasser le couple, parti sans payer le moindre centime. Bien évidemment, le propriétaire porte plainte. Plainte qui vient s'ajouter à la longue liste des escroqueries commises par Christelle. Je convoite, donc je prends. C'est comme si c'était son dû, comme si c'était son droit. Est-ce qu'elle fait des escroqueries pour obtenir de l'argent ou est-ce qu'elle ne peut pas s'empêcher de commettre des escroqueries? Dans ce cas-là, on serait dans quelque chose de pathologique. On serait dans une situation où on a quelqu'un qui ne sait pas vivre autrement qu'en commettant des escroqueries. Christelle a maintenant 30 ans et toujours ce besoin d'argent. Mais se lasse-t-elle de ces condamnations à répétition? La multirécidiviste va une fois encore changer de vie et de proie. Cette fois-ci, elle enfile une nouvelle peau, celle de la dépouilleuse d'hommes, de la menthe religieuse. Direction le sud de la France. C'est là que Christelle Doisy va faire la connaissance d'un certain Jean-Claude, 67 ans. Il est restaurateur et propriétaire d'un petit hôtel dans le village touristique d'Elne. L'homme tombe immédiatement amoureux. Donc Christelle Doisy va changer de mode opératoire et va tout simplement utiliser ses charmes. Elle va rencontrer un homme qui a quasiment 30 ans de plus qu'elle. Qui l'a installé dans un restaurant à Elne. Richard Doisy, père de Christelle Doisy. Où il y avait une dizaine de tables. Le maire venait manger chez elle. Une affaire qui marche, une confortable trésorerie, Christelle Doisy va décider de s'en emparer. Là, c'est fini les petites histoires de location à la petite semaine. Là, elle a piqué un resto. Pour cela, elle va mettre au point une stratégie. Tout d'abord, elle persuade son compagnon, âgé,
de lui céder ses parts de l'affaire gratuitement ou presque. Elle les obtient pour le prix d'1 euro symbolique. Elle va se rendre compte d'une chose, c'est à quel point il est parfois facile de manipuler les hommes. Désormais seule aux commandes, Christelle Doisy va aller encore plus loin. Elle décide de ne payer ni les fournisseurs, ni le loyer du fonds de commerce, ni les taxes. Elle empoche tous les bénéfices. Christelle Doisy ne va absolument rien payer. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelqu'un sans foi ni loi, encore une fois, qui s'affranchit de toute obligation. Forcément, l'affaire périclite en quelques mois et laisse son compagnon criblé de dettes. Comment vous m'expliquez de détruire ça? Il faut bien qu'il y ait quelque chose en elle qui la pousse, quelque chose qu'elle ne maîtrise même pas. C'est quelque chose qu'elle ne maîtrise même pas, c'est plus fort qu'elle. L'ancien amoureux ruiné, les fournisseurs et les banques attaquent Christelle Doisy en justice. Et au bout de 3 années de procédure, la jeune femme est de nouveau condamnée. C'est une affaire pour laquelle elle sera condamnée en 2008 à 3 ans de prison. Christelle Doisy est incarcérée à la prison d'Agen. Détenue modèle, elle fait profil bas et elle passe sa première année de détention sans faire parler d'elle. Un comportement qui lui donne droit à une remise de peine et à des permissions de sortie régulières. Mais alors qu'il lui reste à peine 2 semaines à effectuer avant sa libération, elle prend une décision surprenante. Elle a une permission de sortie. Nicolas Guanard, journaliste au Parisien. Et elle ne réintègre pas sa cellule au terme de la permission, donc officiellement elle est en cavale, elle est évadée. Il lui restait 15 jours à faire pour être libérée. Elle est partie. Et on peut se demander pourquoi. Virginie Selvetti, journaliste. Est-ce qu'il y a ce côté, en fait, va vouloir rironner de l'administration, je m'en fiche, je pars sur les routes. C'est une sorte de bras d'honneur à la justice, aux enquêteurs. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Sous-entendu, je suis plus forte que vous. Évadée le 14 août 2009, Christelle Doisy est désormais en cavale. Un mandat d'arrêt est émis à son encontre. Elle doit donc disparaître. Véritable tour de force, à l'aide de faux documents, la fugitive parvient à se procurer une nouvelle identité. Christelle Doisy se rajeunit de 3 ans. Elle s'appelle désormais officiellement Alexandra Bertrand. À partir de là, elle va se réinventer. Christelle Doisy, cette petite escroc, je dirais à la petite semaine, va devenir une sorte d'ovni du crime. C'est le début d'une escroquerie incroyable, un scénario fou qui va la plonger dans une spirale de mensonges. Mais cette fois-ci, elle ne tombera pas seule. Elle va entraîner un nouveau pigeon dans sa chute. Christelle Doisy, alias Alexandra Bertrand, ne va pas tarder à réapparaître dans cette ferme isolée du sud du Périgord où vit Frédéric Descours, 55 ans, ancien mécanicien de la Marine nationale. J'ai passé ma vie sur les bateaux. Frédéric Descours, ex-mari de Christelle Doisy. Je suis un des rares marins où j'ai fait toute ma carrière embarquée. Un homme rangé, rigoureux, qui aime la loi. Ilyasine Malawi, avocat de la défense. Qui aime le respect de l'ordre. À 41 ans, Frédéric a l'opportunité de prendre sa retraite anticipée de militaire. Nourri, logé, blanchi par la marine, son compte bancaire n'a que très peu servi. Alors avec ses économies, le jeune retraité peut envisager l'avenir sereinement. Alors oui, je suis propriétaire, j'ai 200 000 euros d'argent de côté, et voilà. J'ai pas de crédit, je suis tranquille. Ça me suffit largement pour vivre, j'ai plus de gros besoins. Et puis bon, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que ça dure, j'ai envie de me poser aussi un peu, et d'avoir une vie à moi, quoi. Car sa carrière en mer ne lui a pas permis de construire une vie de famille. Je me suis installé avec plusieurs femmes.
Mais 1 an et demi, et bon, le problème c'est que quand tu vis avec une femme, tu rentres, tu dis bonjour, je change le sac, je reprends un tube de dentifrice, et je repars 6 mois. Bon, ça va 1 fois, 2 fois, puis quand tu dis que tu repars 3 mois, et puis que tu repars 1 an, et puis, ben à la fin on te dit, Début 2010, en quête de rencontres amoureuses, le quadragénaire se tourne vers les sites de rencontres. Quelques semaines après son inscription, une certaine Alexandra s'intéresse à son profil. Ils décident de se rencontrer. Une femme mince, cheveux longs, oui, quelqu'un qui donne une impression de droiture. C'est quelqu'un qui présente bien, elle est grande, blonde, plutôt fine, elle a le regard pétillant. Et Frédéric Descours est complètement sous le charme d'Alexandra Bertrand, qui a une vie un peu similaire à la sienne. C'est quelqu'un qui se présente comme chef de rang dans un restaurant à Auch et qui travaille beaucoup, qui a pas beaucoup de temps pour elle, et ça lui parle beaucoup. Plus on parle, plus sa vie ressemble à la mienne. Des années de travail, jamais eu le temps de se poser dans la vie, jamais eu le temps d'avoir vraiment un époux ou un concubin avec qui elle vit sur plusieurs années. Pour quelle raison Christelle Alexandra, en cavale, jette-t-elle son dévolu sur Frédéric Descours? Par appât du gain? Pour s'assurer d'une cachette dans une ferme isolée du Périgord? Toujours est-il que 15 jours plus tard, elle déboule littéralement dans la vie du marin. Le piège se referme alors sur Frédéric, qui ne se doute de rien. Et là, 2 semaines après, coup de téléphone, elle m'explique qu'elle a fait une énorme poussée de tension, donc elle est tombée, que le médecin est arrivé, qu'elle est arrêtée pour 2 ou 3 semaines minimum, il faut qu'elle relâche, tout ça. Ok. Qu'est-ce que tu as besoin ou qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, moi ce que je propose, je prends mes affaires, je viens chez toi. Pourquoi pas? Et le lendemain, elle arrive. Faut pas oublier qu'elle est en cavale, qu'elle s'est évadée de prison. Ça, Frédéric Descours l'ignore totalement. À l'abri, en pleine campagne, la séductrice déploie ses charmes auprès de Frédéric et de ses proches. Puis alors ça se passe, mais comme si elle avait toujours vécu là. Avec ma mère, c'est une entente fantastique, alors que ma mère, c'est quand même quelqu'un avec un caractère chaud. Elles s'entendent vraiment comme la ronde en foire, quoi. Et tout le monde s'entend très bien dans la maison. Pour lui, c'est la vie idéale, en fait, d'avoir rencontré une femme qui s'entendait aussi bien avec ses parents. Il ne pouvait pas rêver mieux. Ça se passe, mais comme une lettre à la poste. Le couple mène une vie paisible. Frédéric travaille à mi-temps chez un garagiste. Alexandra, elle, s'occupe de la maison et des papiers administratifs du foyer. L'occasion rêvée de prendre la main sur les comptes de Frédéric. Sans qu'il ne s'en aperçoive, le siphonnage commence. Elle teste, elle fait un chèque de 95 000 € d'un compte vers un autre. Ça passe pas, ça passe. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Donc elle se dit, je peux y aller. C'est le pigeon. Et elle va faire des virements de son compte en banque vers un autre compte sans que lui ne se rende compte de rien du tout, parce qu'il lui voue une confiance absolue. Elle va jusqu'à tout vider, tout dilapider sans qu'il ne voit rien du tout. Ah mais je m'approche déjà plus du tout de l'ordinateur. C'est elle qui gère tout. Téléphone, papier, ordinateur, tout. Mais alors que son plan se déroule jusqu'ici sans accroc, un grain de sable vient enrayer sa mécanique implacable. En septembre 2010, Alexandra tombe enceinte et elle l'annonce à Frédéric. Et elle est enceinte de jumeaux. Est-ce que c'est programmé ou pas, la naissance d'un enfant? De toute façon, elle se trouve dans la seringue. Elle n'a pas d'autre option, elle reste auprès de son bailleur de fonds, volontaire ou non, qu'elle continue à plumer. Il assume, il dit, bon, ça faisait pas forcément partie de mon plan de vie d'avoir des enfants, mais ça arrive, donc très bien, je l'assume. Lui, dès lors qu'il apprend qu'il va être papa, sa famille, ça devient tout pour lui. Il se sent investi d'une mission, faut pas oublier que c'est un ancien militaire. S'il doit faire tout pour sa famille, il fera tout pour sa famille. Cette grossesse inattendue complique la fuite d'Alexandra. Poursuivie par la justice, comment va-t-elle pouvoir tenir secrète sa véritable identité auprès des hôpitaux où elle doit désormais se rendre régulièrement?
c'est qu'il faut qu'elle accouche. Et si elle va à l'hôpital, bah on va lui demander des pièces d'identité, il va y avoir une déclaration pour l'enfant à naître. Dos au mur, elle va alors inventer un nouveau mensonge. C'est le début d'une incroyable manipulation qui va entraîner Frédéric Descours dans 6 ans de cavale effrénée. Nous sommes en février 2011. Alexandra est enceinte de 5 mois. Un soir, alors qu'il rentre du travail, il trouve sa compagne effondrée sur le canapé. Elle lui raconte alors avoir été hospitalisée en urgence dans l'après-midi et avoir perdu l'un de ses 2 fœtus. J'arrive à la maison, elle est en pleurs, elle a perdu un bébé. Comment ça, t'as perdu un bébé ? Ben oui, en fait, ce matin, dès que t'es parti au travail, j'avais du sang de partout, la femme de ménage est arrivée, donc elle a appelé les pompiers l'ont emmenée à Bergerac, ils pouvaient pas la prendre, ils l'ont emmenée à Sarlat, ben en fait, il y a un des fœtus qui était décédé, donc ils l'ont enlevé. La jeune femme aurait fait plus de 160 km dans la journée dans un camion de pompiers, puis elle aurait subi une lourde opération avant de rentrer chez elle le soir même. C'est médicalement tout simplement impossible. Pourtant, Frédéric ne met pas un instant sa parole en doute. Moi, j'arrive de la journée de boulot, je suis déjà complètement flambi depuis des jours, et là on t'annonce ça, tu tombes, et tu dis ok, maintenant je fais quoi ? Ça n'arrive pas, on est hospitalisé dans ce genre de situation, c'est incroyable quoi. Et ça, Frédéric va le croire. Isolément, cette affirmation, elle est totalement dingue. Hein. Si je peux être trivial, bon, ça marche pas comme ça. Et comme je dis souvent, je suis docteur en moteur diesel, pas encore humain. Donc, je sais pas. Et puis, mais je suis tellement atterré que je me pose même pas la question. À partir du moment où elle a vu qu'il gobait ça, elle s'est dit bingo. Nicolas Guanard, journaliste au Parisien. Puisque s'il gobe ça, elle a un boulevard devant elle pour lui raconter son histoire et mettre en place un scénario. Alexandra Christel a-t-elle vraiment été enceinte de jumeaux ? Est-ce une pure invention ? C'est en tout cas le point de départ d'un mensonge hors norme. Selon Frédéric Descours, quelques semaines plus tard, sa compagne lui révèle la véritable raison de la mort prématurée du jumeau. La jeune femme aurait, à son insu, fait partie d'une expérience médicale interdite, à l'échelle mondiale, destinée à empêcher les grossesses gémellaires. Le gynécologue fait des expériences sur les jumeaux par ces médicaments qu'elle a pris. Un médecin un peu charlatan lui aurait prescrit des pilules. Virginie Selvetti, journaliste. Il lui aurait fait des injections parce que ce médecin aurait pour but de stopper toutes les grossesses gémellaires. Et à chaque fois, il s'avère que dans les gémellités, les filles décèdent, que les enfants dépassent jamais l'âge de 18-20 ans, et que les mères finissent par décéder aussi. Apparemment, il y a déjà plein de femmes et plein de bébés qui sont morts. C'est une horreur complète. Le futur papa est terrifié et il se fait littéralement happer par ce mensonge énorme. Devant son compagnon médusé, Alexandra Christel continue son récit. Heureusement pour elle, dit-elle, il y a des personnes qui la soutiennent et qui vont tenter de la sauver, elle et son bébé survivant. Frédéric plonge alors, sans une hésitation, dans ce qui ressemble de plus en plus à un mauvais roman d'espionnage. Elle est repérée donc par un professeur de médecine marseillais qui l'a appelée et qui lui dit « Écoutez, madame, vous avez échappé à la mort. » Ce professeur de Marseille, de toute manière, il a beaucoup de pouvoir. Frédéric Descours, ex-mari de Christelle Doisy. Et il est aussi en cheville avec la mafia marseillaise. Elle explique aussi qu'elle a porté plainte auprès du tribunal de La Haye à la suite de cette expérience médicale interdite et que pour les faire taire, ils ont à leur trousse une mafia. L'avocat qu'elle avait quand elle était sur Agen a été tué parce qu'il avait monté des dossiers justement là-dessus. Avec, figurez-vous, des tueurs à gages. Des tueurs à gages ? Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Des flingueurs, des sicarios qui sont chargés
d'éliminer le couple. Quand on prend le fait isolément, on se dit c'est totalement fou. Ilyasine Malawi, avocat de la défense. Mais quand on recoupe avec tout ce qui est flou autour, ça se dilue extrêmement bien. Donc en fait, il s'avère que dans tout ce maelstrom, tout à coup, il faut qu'on sorte de France et qu'on disparaisse. Mais la future maman n'en a pas fini avec les scénarios improbables. Toujours selon Alexandra Christel, ses essais médicaux l'ont rendue handicapée. Elle a perdu l'usage de ses jambes et ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Avec du recul, Frédéric pense aujourd'hui qu'il ne s'agissait que d'un nouveau mensonge pour endormir sa méfiance. Elle n'a jamais été malade. Tout ça, c'est du vent. C'est pour me faire plier, me fatiguer, m'empêcher de réfléchir. Alexandra va cesser de marcher. Elle est atteinte, dit-elle, d'une myasthénie. Donc c'est une maladie nerveuse dégénérative. Un handicap qui empêche Alexandra de sortir de la maison ou de conduire. Utile pour éviter au maximum un éventuel contrôle de police. Qui conduit? Moi? Parce qu'elle peut pas conduire, elle est en fauteuil roulant. Ben, quand tu te fais arrêter par les gendarmes sur un contrôle, ils contrôlent que le conducteur, jamais les personnes à côté. Donc moi, on me contrôle, tout va bien. Et elle, jamais. Munie de sa fausse pièce d'identité au nom d'Alexandra Bertrand, Christelle Doisy, recherchée par la police, va maintenant traverser les frontières. Le couple rassemble ses affaires et part d'abord en Belgique, où Alexandra donne naissance à leur fils. L'intérêt d'avoir un enfant en Belgique, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de remonter sur Christelle la voleuse. Puis en septembre 2011, ils gagnent le Maroc en voiture, où ils vivent reclus dans un riad. C'est là que progressivement, la jeune mère recouvre l'usage de ses jambes. Mais un nouvel événement va obliger la famille à rentrer en Europe. Alexandra est de nouveau enceinte et elle veut accoucher une fois encore en Belgique. Leur petite fille naît à Bruxelles en janvier 2013. Mais le bébé a des problèmes de santé et doit être suivi médicalement. Ce coup du sort oblige la petite famille à rester en Europe. Alexandra a-t-elle peur que la police la retrouve ? Pour éviter d'être repérée, elle impose à Frédéric une frénésie de déménagement. Et là, c'est le one-man show des déménagements. Dans la Belgique, en France, en Belgique, en France, on saute de l'un à l'autre, de location en location, de location en location. C'est une vie de cavale, une fuite permanente. Ça va être plus de 50 logements. Elle fait tourner un pendule au-dessus d'une carte routière et en fonction de comment le pendule bouge, elle va dire on doit aller dans cette région-là. Frédéric Descours, lui, affirme toujours croire à l'époque à cette histoire incroyable de mafia et il tombe dans un engrenage infernal. Là, au niveau pression, ça monte. C'est-à-dire qu'on fait des locations très courtes et là, à chaque fois, il faut partir en urgence parce qu'ils nous ont trouvés, ils savent où on est. À chaque fois, tagala, c'est une course à l'échalote permanente. Mais fuir coûte cher, très cher. Et la retraite de Frédéric Descours semble ne plus suffire à loger et à nourrir la petite famille. En septembre 2013, 9 mois seulement après leur retour en France, son compte bancaire est bloqué. Christelle Doisy prend les choses en main et renoue alors avec une autre de ses mauvaises habitudes, les arnaques aux chèques volés ou sans provision. Toute son épargne a disparu et début 2014, Christelle Doisy reprend ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire des petites escroqueries au chèque. Il n'y a plus de rentrée financière. Donc il faut qu'elle reprenne le boulot d'avant. Elle est contrainte de reprendre son boulot de falsifier des chèques. Il faut faire tourner la marmite et donc maman elle va recommencer sa vie de délinquante. Les infractions, c'est toujours les mêmes choses. Ça va être des chèques volés, ça va être des chèques sans provision. Il va y avoir aussi des vols dans des Airbnb. En 2 ans, le couple aurait détourné près de 35 000 €.
Dans les gendarmeries du nord de la France, des dizaines de plaignants se font connaître. Ils ont été victimes de chèques volés ou en bois au nom d'Alexandra Bertrand et de Frédéric Descours. D'autres se plaignent de vols de la part du couple et tous décrivent une même femme, grande, blonde et fine. Petit à petit, il va y avoir un certain nombre de gens qui vont porter plainte à partir de mars 2014. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un revendeur d'informatique qui a 960 € de chèques impayés. On se retrouve avec un boucher même, un boucher pour 130 € de viande. Et donc, on suit, de chèque volé en chèque volé, la décrépitude de la fuite de Christelle Doisy. Face à ces dizaines de plaintes, une instruction est ouverte. La section de recherche de la gendarmerie d'Amiens court durant des mois derrière un couple d'arnaqueurs insaisissables. Il faudra attendre la fin 2015 et une erreur grossière de la part de Christelle Doisy pour qu'elle soit enfin identifiée. Va arriver en 2015 un chèque ultime. Il semble qu'à ce moment-là, Christelle Doisy soit à court. Elle n'a plus de chèque volé. Et elle va être obligée d'utiliser son dernier joker. Ce joker, c'est le dernier chéquier qu'elle avait au nom de Christelle Doisy. Elle relâche son attention. Ça fait 6 ans qu'elle berne tout le monde, qu'elle fait des faux chèques, des chèques volés, qu'il n'y a personne qui l'arrête, il n'y a personne qui lui demande des comptes. Nicolas Guanard, journaliste au Parisien. Je pense qu'elle relâche sa vigilance. Elle est grisée par la facilité. Et après avoir extorqué des milliers d'euros, fait toutes ces manigances, elle se fait finalement attraper pour un chèque de 20 €. Cette erreur permet aux gendarmes de faire enfin des recoupements et le lien avec une serial arnaqueuse bien connue de leur service. Et pour cause, elle a déjà été condamnée à de maintes reprises. Les enquêteurs savent qu'ils courent désormais derrière la multirécidiviste. Christelle Doisy est finalement localisée dans une maison près d'Albert, dans la Somme. Son arrestation est imminente. 9 mars 2016, 6 heures du matin. Le GIGN investit la maison. Réveillé en sursaut, Frédéric ne comprend pas ce qu'il se passe. Il y a des coups à la porte. Pour moi, c'est des coups de feu qui sont en train de défoncer la porte. Je mets le pied par terre, je prends un pantalon de jogging. J'arrive à la moitié d'escalier, je vois des mecs armés, tout ça en noir. Pour moi, c'est la haie qui vient, qui va nous plomber. Et là, main en l'air, machin, et là, je lève les mains, bien sûr. On me menotte, et là, je vois un mec qui fait demi-tour, et je vois marqué « gendarmerie ». Et je dis « gendarmerie, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Frédéric pensait avoir affaire avec la mafia. Mais ce sont les gendarmes qui viennent de l'interpeller. Le couple est immédiatement placé en garde à vue. Les enquêteurs commencent par interroger Frédéric, qui dans un premier temps refuse de leur répondre. Il demande très officiellement à parler à la DGSE, c'est-à-dire les services secrets français. Le couillon de l'histoire a du mal à se défaire de la fiction que lui a vendue Christelle Doisy. Quand il comprend qu'il est en garde à vue pour des chèques volés, Frédéric répond n'être au courant de rien, que c'est Alexandra qui s'occupe de tout. Et c'est là qu'il apprend, stupéfait, que sa compagne ne s'appelle pas Alexandra. Pour lui, c'est le choc. On me sort de la cellule, comment vous appelez? Frédéric. Quel est votre vrai nom? Frédéric Descours, j'ai déjà dit. Quel est le nom de votre épouse? Alexandra Bertrand. Non. Non quoi? Non, c'est pas le nom de votre épouse. Écoutez, moi j'ai toujours... Ça fait 6 ans que je l'appelle comme ça, et je vais pas changer. Et voilà. Vous êtes un menteur, monsieur. Frédéric Descours dit-il vrai? Est-ce qu'il n'est pas en train de feindre la surprise
pour échapper à la justice. Les gendarmes se posent la question. Comment un ancien militaire de carrière aurait-il pu croire à cette invraisemblable histoire de mafia? Il le soupçonne d'inventer ce véritable roman d'espionnage pour rejeter toute la culpabilité sur sa compagne. Une version soutenue par Stéphane Dacot, l'avocat de Christelle Doisy. Je crois qu'il faut faire attention entre la réalité et l'imaginaire. Voilà. J'ai le sentiment que de l'autre côté de la barre, on veut créer une histoire particulièrement favorable à M. Descours. Voilà. Stéphane Dacot, avocat de la défense. Donc je pense que cette version, il faudra s'en méfier. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse à la totalité du dossier et à la réalité de ce dossier, on voit très bien que M. Descours avait parti pris dans tout ce qui s'est passé. M. Descours donnait des ordres, M. Descours participait activement. C'est en tout cas ce qu'aurait affirmé Christelle Doisy lorsqu'elle est à son tour interrogée par les enquêteurs. Selon elle, Frédéric connaissait la vérité et profitait, comme elle, des arnaques réalisées à deux. Frédéric Descours a signé des faux chèques et pendant la cavale avec Christelle Doisy, donc il a commis des infractions. Après, la question de savoir s'il a été manipulé ou pas, ça c'est la justice qui doit le dire. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour lui de venir vous dire ah ben moi je suis tombé du ciel, je comprends pas très bien ce qui s'est passé, on a profité de moi de toute évidence et je me rends compte seulement de ce qui s'est passé maintenant. C'est pas vrai, à aucun moment donné ça tient la route. Le 11 mars 2016, le couple est placé en détention provisoire. Leurs deux enfants, âgés de 6 et 5 ans, sont confiés à l'aide sociale. Mis en examen pour 53 chefs d'inculpation, dont vol, escroquerie, contrefaçon, le couple risque plus de 5 ans de prison. De leur côté, les gendarmes poursuivent leur enquête et ils sont face à deux versions qui s'opposent. Frédéric Descours invente-t-il une fable pour se disculper ou Christelle Doisy est-elle une experte en manipulation? Un élément va faire pencher la balance en faveur de l'ancien marin, car quelques mois plus tard, Christelle Doisy va faire une nouvelle victime. Et puis il y a quelque chose qui donne du crédit à sa version. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est que quand elle en a fini avec lui, elle poursuit avec un autre type qu'elle va ruiner aussi. Mise en examen, déjà condamnée à de nombreuses reprises et privée de ses enfants, Christelle Doisy est libérée. Sans attendre, elle reprend sa course folle. Dès sa sortie de prison, elle s'inscrit sur les sites de rencontres. La menthe religieuse ne va pas tarder à attirer dans ses crochets un certain Bruno. Cet ouvrier a 55 ans, il est fraîchement divorcé. Immédiatement, il est subjugué par la grande et fine blonde. On s'est bien entendu, on a trouvé peut-être une deuxième jeunesse, tombé amoureux. Bruno, ex-mari de Christelle Doisy. Elle aimait bien la mer, j'aimais bien la mer, beaucoup de points d'intérêt comme ça. Et c'est là que tout a commencé. À son nouvel amoureux, Christelle Doisy dit qu'elle est restauratrice au chômage. Elle raconte aussi qu'elle sort d'un divorce difficile et qu'elle est privée de ses enfants. Une femme à la vie cabossée qui émeut son nouveau compagnon. Comme son avocate nous le raconte, Bruno tombe immédiatement dans le piège. C'est un vrai gentil, c'est une bonne patte. Donc effectivement, pour elle, c'était la proie idéale. Angélique Crépin, avocate des parties civiles. Elle savait qu'avec lui, elle pourrait faire ce qu'elle veut et sans risque pour elle-même. Très vite, Christelle s'installe chez Bruno et comme pour ses autres proies, elle arrive à force de charme et de persuasion à se faire épouser. Le jeune marié n'y a vu que du feu. Le soir, je rentrais, la table elle était mise, mon bain il était prêt. C'était la vie de rêve, quoi. Elle s'est présentée sous sa réelle identité et elle a réellement séduit mon client. Elle était lui-même de me raconter qu'elle était adorable, prévenante, une femme amoureuse, d'où le mariage qui a suivi.
Pour moi, c'était quand même une deuxième vie qui a commencé. Moi, j'étais content, j'avais de la joie. 70 000 € d'économie, pas de dette, une belle épouse. Bruno est un homme comblé et n'a aucune raison de se méfier. Il va même, le plus naturellement du monde, lui demander de tenir les comptes du ménage. Je lui ai dit, est-ce que tu pourras faire le papier? On me dit, oui, il n'y a pas de souci, moi je m'y connais bien, il n'y a aucun problème. Mais je faisais ça en toute confiance, quoi. Il a été marié pendant des années avec une première épouse qui gérait le quotidien, gérait les finances. Lui, il travaille, on est sur ce modèle d'organisation maritale et il a voulu le reproduire. Vous ne pouvez pas imaginer, dans une relation de couple naissante, que la femme que vous aimez ou qui vient de rentrer dans votre vie est en train de percer votre coffre-fort perso. Enfin, je veux dire, c'est pas envisageable. Parce que moi, un papier, je savais pas faire un papier, je sais pas... Et même encore actuellement, je ne sais pas faire un papier. La spoliation aurait alors commencé. En 15 mois de vie commune, Christelle Doisy empocherait les 70 000 € d'économie. Mais elle n'en a jamais assez. Alors, comme avec ses précédents maris, elle arrête de payer le loyer, contracte des crédits à la consommation. Elle va même jusqu'à frauder la CAF. Le tout à l'insu de Bruno, qui ne se rend compte de rien. Il y avait les contrats de crédit, mais il y avait aussi des dettes locatives. Elle ne payait rien, strictement rien. Moi, je vais vous dire, il y a bien presque 15 18 000 crédits à la consommation, 19 000 € à la CAF, les chèques sans provision. Quand on voit tout à la suite, c'est affolant. Bon an, mal an, il y a au moins 80 000 € qui ont disparu. C'est les calculs qu'on a faits. L'homme, aveuglé par son amour, ne se rend pas compte que sa vie plonge dans le chaos. Et à l'été 2019, le réveil est brutal. 31 juillet 2019, Bruno rentre du travail. Et sa clé ne fonctionne pas dans la serrure. Il sonne, pas de réponse. S'approche alors de la fenêtre et découvre stupéfait que l'appartement a été entièrement vidé. Il n'y avait plus rien dans la maison. Je dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi, il manque tout mon matériel, il manque la machine à laver. Je dis, elle a déménagé, elle est partie. Je dis, c'est pas possible. Inquiet, Bruno tente de joindre Christelle Doisy, sans succès. Je l'appelle, elle ne me répond pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vais jusque la boîte aux lettres et dans la boîte aux lettres, il y avait une lettre de l'huissier. Comme quoi, l'huissier, il est venu changer tous les serrures. Expulsé. Effondré, Bruno joint l'huissier par téléphone et ce dernier lui annonce qu'il est ruiné, criblé de dettes, sans toit. C'est là que j'ai appelé mon petit frère, j'ai appelé mon fils. Ils sont venus me chercher directement à Amiens. Et heureusement, parce que de toute manière, j'ai dit, j'ai plus de vie. Bruno ne comprend pas ce qui lui arrive et surtout, il se sent trahi. Il vient de réaliser que son mariage n'était en réalité qu'une immense escroquerie destinée à le dépouiller jusqu'à le laisser à la rue. Désemparé, il songe alors au suicide. Vous imaginez, si vous vous mettez dans la tête de l'amoureux qui rentre chez lui et qui ne va pas comprendre que celle qu'il aime ne l'aime pas, celle qu'il aime lui a dérobé tout son argent. D'ailleurs, j'ai dit à un moment donné, si ça continue, je vais faire une connerie. Mais j'ai ma fille qui m'a répondu, papa, si tu fais ça, je ferai comme toi. Donc, on réfléchit dans sa tête. C'est compliqué, c'est dur, mais j'arrive à... Je remonte, quoi. Je ne veux pas dire que je suis summum. J'ai déjà arrivé à me reloger, à racheter tout. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui encore, surendetté, Bruno a porté plainte. L'instruction est en cours. L'avocate de Christelle Doisy n'a pas souhaité réagir. Bruno rejoint à son tour l'immense liste des victimes présumées de la menthe religieuse. 80 000 € chez Bruno,
près de 500 000 € avec Frédéric Descours, des dizaines de plaignants aux chèques contrefaits, toutes les victimes de Christelle Doisy se posent la même question. Où est passé l'argent ? Ses anciens compagnons sont unanimes. Lorsqu'ils étaient mariés à Christelle, la vie à ses côtés était plutôt économe. Elle faisait même ses couleurs elle-même. Donc l'argent, il est passé où? L'argent, il est où? Est-ce qu'elle a des comptes, je sais pas. Ils ne se sont jamais baladés en voiture de sport coûteuse. Ilyasine Malawi, avocat de la défense. Ils n'ont jamais côtoyé les grandes maisons de luxe pour s'habiller. C'est pas quelqu'un qui claque, qui flambe. Virginie Selvetti, journaliste. Donc elle vit assez sommairement. Donc ça laisse penser légitimement que peut-être l'argent n'est pas totalement dilapidé, qu'il n'a pas totalement disparu. Je pense qu'elle l'a forcément épargné. Enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de sommes d'argent qu'elle s'est appropriées et dont on ne sait pas ce qu'il en est advenu. Où est le magot? Qu'a fait Christelle de tout cet argent détourné? L'a-t-elle caché sur un compte dont elle seule connaît l'existence? L'a-t-elle dépensé? Va-t-elle enfin s'expliquer? C'est la question qui brûle les lèvres de tous les plaignants à l'approche de son procès. Tribunal d'Amiens, 15 mai 2023. Le procès de Christelle Doisy et Frédéric Descours s'ouvre enfin. L'ancien mari comparé aux côtés de l'arnaqueuse en série pour escroquerie, détention de faux documents, faux en écriture ou encore vol. L'instruction n'a pas permis de confirmer sa version des faits, à savoir qu'il s'est fait manipuler. Cette audience, c'est pour lui l'occasion de dire sa vérité. Le tribunal, veuillez vous lever. Bonjour à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. De son côté, Christelle n'a pas l'intention de nier les charges qui pèsent contre elle. Bien au contraire. D'après son avocat, elle serait plutôt dans une démarche de repentance. Il n'y a pas de difficulté sur les escroqueries. Ma cliente les assume complètement. Stéphane Dacot, avocat de la défense. Elle se rend compte, et c'est important aussi pour elle, de les assumer vis-à-vis des victimes. Mais alors que la cour attend son arrivée, coup de théâtre. La prévenue fait un ultime pied de nez à ses victimes et ne se présente pas à l'audience. Certificat médical à l'appui, Christelle Doisy prétend avoir eu un accident. La tenue du procès est compromise. Moi, j'ai une cliente qui m'indique qu'elle a été victime d'un accident, qu'elle a été renversée. J'explique au tribunal qu'elle n'est pas disponible ce jour et dans ces conditions, je sollicite un renvoi tout simplement. Pour les plaignants, comme pour Frédéric, son co-accusé, c'est la douche froide. C'était totalement prévisible qu'elle soit pas là aujourd'hui. Elle se moque de la justice, elle se moque ouvertement des gens. Frédéric Descours, ex-mari de Christelle Doisy. On est en train de déplacer des dizaines d'avocats, procureurs, présidents, conseillers. Pourquoi tout ça? Pour rien. Comme d'habitude. Là, il faut simplement espérer qu'elle n'ait pas encore une nouvelle identité, qu'elle soit pas repartie en cavale dans un autre pays. Déclaration prémonitoire. Alors que le procès est reporté à novembre 2023, Christelle, une fois encore, va se volatiliser. Vacances de la Toussaint, fin octobre 2023. Les enfants de Christelle Doisy et Frédéric Descours s'apprêtent à retrouver leurs parents. Depuis l'interpellation du couple en mars 2016, ils sont placés en famille d'accueil, mais peuvent voir leurs parents à l'occasion des vacances. Christelle Doisy va saisir cette opportunité pour s'enfuir avec eux. Un mois avant le début du procès, Nicolas Guanard, journaliste au Parisien. Christelle Doisy obtient d'avoir ses enfants sur la première semaine des vacances de la Toussaint. Moi, je sais que les enfants sont partis avec elle une semaine. Donc le samedi soir, je téléphone pour dire « Est-ce que mes enfants sont rentrés ?» Et là, on me dit « Non ». Elle doit les ramener à la famille d'accueil. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers.
Elle ne revient pas. Immédiatement, la justice est saisie et un signalement Interpol diffusé. Les premiers éléments récoltés par les enquêteurs permettent de déterminer que Christelle Doisy a loué un camping-car dans le sud de la France et ne l'a pas rendu. Elle, ses enfants et son nouveau compagnon sont probablement sur les routes à tenter d'échapper aux forces de l'ordre. Et à l'étranger, il y a un signalement qui est fait par Interpol, donc tout le monde se met à rechercher Christelle Doisy. On se dit, mais elle est capable de tout, elle est capable de faire une fausse identité, donc évidemment, sans doute est-elle capable de passer les frontières, même les frontières de l'Union européenne, on n'en sait rien. La cavale de la mère de famille va durer 2 semaines, pendant lesquelles Frédéric Descours, le père des enfants, est pendu à son téléphone. De leur côté, les forces de l'ordre sont à l'affût de la moindre erreur qui permettrait de la localiser. Et cette erreur, Christelle Doisy va la commettre. Quand enfin les policiers la localisent, ils n'en reviennent pas. La fugitive se trouve à 2500 km d'Amiens, cachée sur une île grecque. Et on retrouve Christelle Doisy avec ses enfants sur l'île de Samos, donc qui est une île dans les Cyclades en Grèce. Elle a filé sur une île grecque, où elle est retrouvée. Un peu par hasard, elle loue un endroit, elle présente encore une fois un chèque bidon. Là, le propriétaire s'en rend compte, il avertit la police locale, et là, elle est interpellée. Lorsque les agents locaux entrent son nom dans leur fichier, les voyants clignotent au rouge. Cette femme est recherchée par toutes les polices d'Europe. En France, c'est par la presse que Frédéric apprend la fin de la cavale de son ex-femme. Mais le cauchemar est loin d'être terminé, en particulier pour ses enfants. Ses enfants, on leur a déjà volé leur jeunesse, toute leur enfance. Mon fils, la dernière fois que je lui ai parlé, c'est comme si je parlais à un adulte. C'est plus un enfant, c'est un adulte. Il en a tellement vécu, mais même pas un enfant, il devra avoir à vivre ça. Pour le père de famille, un long travail de reconstruction commence. Il devra répondre de ses actes passés devant la justice, mais il doit surtout reconquérir le respect et l'amour de ses enfants. Mais je crois qu'aujourd'hui, s'il se bat principalement, c'est même pas pour récupérer, pour être indemnisé sur sa pension de retraite militaire. Il s'en fiche. C'est pour pouvoir montrer à ses enfants plus tard qu'il s'est battu pour eux, qu'il se bat pour eux, et essayer de recréer ce lien qui n'a jamais été cassé, mais qui a été très lourdement amoindri. À la suite de son interpellation en Grèce, Christelle Doisy est extradée vers la France et aussitôt incarcérée. C'est un comportement qui semble maladif de bout en bout, qui semble sans fin. Donc s'arrêtera-t-elle un jour? C'est impossible, c'est impossible de le savoir. Toute sa vie n'a été que mensonge, trahison, escroquerie, vol. Est-ce qu'à la première occasion, elle ne recommencera pas? Et je pense qu'elle est pas prête de s'arrêter. Elle fait encore des victimes. C'est presque un mode de vie. Elle escroque, elle ment, elle escroque, elle ment. En 30 ans de carrière criminelle, la menthe religieuse aurait escroqué au moins 4 hommes, détourné des centaines de milliers d'euros, plumé des centaines de victimes. Au moins 5 autres procès attendent Christelle Doisy dans les mois et les années à venir, pour escroquerie, vol ou encore non-présentation d'enfants. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Dans la lumière blafarde d'un matin de février, la gare de Lyon ressemblait à un théâtre silencieux. Les voyageurs défilaient, pressés, le regard vide, les valises roulant sur le carrelage comme des murmures d'acier. Au milieu de cette foule, une femme en manteau beige s'arrêta net devant un panneau d'affichage. Elle leva les yeux, un sourire imperceptible au coin des lèvres. Son billet pour Marseille dans la poche intérieure, un passeport au nom de Claire Dubois dans son sac à main, et un portefeuille garni de cartes de crédit qui n'étaient pas les siennes. Elle s'appelait pourtant Christelle Doisy, et depuis 10 ans, elle vivait de mensonges. À première vue, Christelle ne ressemblait à rien d'extraordinaire. 43 ans, silhouette élégante mais discrète,
un regard qui savait s'adapter à celui de son interlocuteur. Dans le miroir des halls d'hôtel, elle pouvait être n'importe qui. Une veuve fortunée, une décoratrice d'intérieur, une consultante en finance. Elle changeait de prénom comme d'adresse e-mail, et personne n'avait jamais su exactement qui elle était vraiment. Pourtant, ce matin-là, quelque chose en elle vacillait. Peut-être la fatigue, ou ce sentiment étrange qu'un cycle se fermait. La police de 3 régions différentes la cherchait déjà. En Alsace, un entrepreneur berné de 50 000 €. À Toulouse, une agence immobilière victime d'un faux virement. À Paris, un bijoutier dépouillé après avoir cru à un transfert bancaire imminent. Mais Christelle n'était pas une voleuse vulgaire. Elle avait cette manière de rendre ses victimes complices de leur propre chute. Elle les séduisait par la confiance. Elle leur faisait croire que l'affaire était commune, que le profit serait partagé. Et quand ils découvraient de la supercherie, elle était déjà loin, un nouveau nom gravé sur un nouveau badge d'hôtel. Son parcours commença bien avant ces arnaques spectaculaires. Née à Valenciennes dans une famille modeste, Christelle avait très tôt compris la puissance du mensonge. Son père, chauffeur routier, s'était volatilisé lorsqu'elle avait 9 ans, laissant derrière lui des dettes et une mère épuisée. Sa mère, femme fière, travaillait dans un pressing et mentait à ses voisines. « Mon mari est parti travailler en Allemagne. Il reviendra. » Christelle observait, fascinée, comment un mensonge pouvait préserver la dignité. C'est sans doute là qu'est née la graine de son futur empire. À 18 ans, elle quitta la maison familiale avec un sac et un faux sourire. Elle commença comme réceptionniste dans un hôtel de Lille, puis serveuse, puis assistante dans une agence de voyage. Partout, elle laissait une trace. Des petites histoires inventées, des faux diplômes, des adresses fantômes. Mais personne ne s'en rendait compte. Au contraire, on la trouvait charmante, efficace, un peu mystérieuse. Et puis, un jour, elle comprit qu'avec un peu d'audace, ses mensonges pouvaient rapporter. Son premier coup d'éclat fut presque banal. Elle avait rencontré un homme marié, cadre dans une entreprise de transport. Il lui faisait confiance, la croyait victime d'un licenciement injuste. Elle lui demanda de l'aider à débloquer un compte bloqué à cause d'une erreur bancaire. Il lui avança 8 000 €. 2 semaines plus tard, Christelle avait disparu. L'homme, trop honteux pour porter plainte, préféra se taire. C'est ainsi que naquit la légende. L'arnaque sans violence, sans effraction, seulement avec les mots. Au fil des années, Christelle perfectionna son art. Elle apprit le vocabulaire des notaires, celui des assureurs, celui des directeurs commerciaux. Elle imitait les signatures, reproduisait les timbres officiels, forgeait des courriers à en faire rougir un avocat. Et toujours, elle savait disparaître avant que la vérité ne la rattrape. Une ombre fluide, insaisissable. Dans le milieu des escroqueries, certains la surnommaient la reine de soie, parce qu'elle ne laissait jamais de traces brutales, seulement un parfum. Mais ce que les enquêteurs ne savaient pas encore, c'est que Christelle n'agissait pas seule. Depuis 3 ans, elle partageait sa vie avec un homme prénommé Laurent, rencontré dans un casino de Nice. Il n'était pas comme les autres. Silencieux, observateur, ancien croupier, il comprit immédiatement le génie de cette femme. Ensemble, ils mirent en place un système presque parfait. Elle séduisait, lui organisait. Ils ouvraient des sociétés écrans, louaient des bureaux éphémères, montaient des dossiers administratifs plus vrais que nature. En quelques mois, ils amassèrent près de 200 000 €. Pourtant, derrière cette apparente complicité, quelque chose grondait. Laurent voulait plus. Plus d'argent, plus de risques. Christelle, elle, commençait à sentir la peur. Leurs dernières arnaques avaient attiré l'attention d'un inspecteur persistant, le commandant Rivière, de la brigade financière de Lyon, un homme obstiné, méthodique, qui ne croyait pas aux coïncidences. Il avait dressé un tableau d'une 15aine d'escroqueries, toutes avec le même mode opératoire, documents impeccables, comptes fermés en quelques jours, protagonistes féminines introuvables. Le nom d'Oeisy revenait souvent dans les signatures falsifiées. Le 14 février 2017, Christelle et Laurent logeaient dans un petit hôtel à Marseille, sous le nom de Monsieur et Madame Delorme. Ils préparaient leur prochain coup, une fausse transaction immobilière impliquant un promoteur du Vieux-Port. Christelle devait jouer le rôle d'une avocate mandatée par une société étrangère. Tout était prêt, les documents, les cachets, la rencontre. Sauf que, dans le hall de l'hôtel, une silhouette discrète observée depuis 2 jours. Le commandant Rivière avait enfin mis la main sur leurs traces. Ce matin-là, alors que Christelle montait dans le TGV pour vérifier un virement à Paris, Rivière suivait son ombre depuis le quai.
Elle ne savait pas encore qu'elle venait de commettre sa première erreur en 10 ans, utiliser le même faux numéro de téléphone pour 2 transactions distinctes. Une petite négligence, mais suffisante pour que la police relie les dossiers. Dans le train, Christelle regardait le paysage défiler, le menton appuyé sur la main. Elle repensait à sa vie, à cette succession d'identités qu'elle avait habitées comme des costumes de théâtre. Elle se souvenait de la petite fille de Valenciennes, celle qui rêvait d'être comédienne, celle qui voulait qu'on l'admire. Peut-être, se disait-elle, que tout cela n'était qu'une immense pièce et qu'elle n'avait jamais su en sortir. À la gare de Lyon, elle descendit calmement. Son plan était simple, récupérer l'argent d'une dernière opération et partir à Lisbonne. Là-bas, elle avait prévu un appartement, un compte au nom de Catarina Silva et une nouvelle vie. Mais avant de franchir le hall, un détail attira son attention. Un homme en manteau noir, lisant ostensiblement un journal, mais dont le regard suivait chacun de ses pas. Un frisson la traversa. Elle accéléra le pas, se faufila dans la foule, traversa la rue, prit un taxi au hasard. Le commandant Rivière nota la plaque du véhicule. Il savait qu'il tenait enfin celle qu'il poursuivait depuis 3 ans. Mais il savait aussi qu'avec Christelle Doisy, rien n'était jamais simple. Pendant ce temps, dans le taxi, Christelle se tourna vers le chauffeur. « Gare Montparnasse, s'il vous plaît. » Et prenez un détour. Elle regarda dans le rétroviseur, son cœur battant plus vite qu'à l'habitude. Elle n'était pas encore prise, mais elle le sentait. Le filet se resserrait. Dans son sac, son téléphone vibra. Un message de Laurent. « On a un problème. Reviens pas à l'hôtel. Appelle-moi pas. » Son regard s'assombrit. Pour la première fois, elle comprit qu'elle était seule. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose d'étrangement apaisé naissait. Comme si tout ce jeu de dupes touchait enfin à sa fin. Comme si elle allait enfin se confronter à la seule vérité qu'elle fuyait depuis toujours, la sienne. Elle prit une profonde inspiration, sortit une paire de lunettes de soleil, les posa sur son nez et dit calmement. Finalement, changez de direction. Allez vers Saint-Germain. J'ai un rendez-vous. Le chauffeur acquiesça. Et le taxi s'éloigna dans le tumulte parisien. Mais derrière eux, à quelques rues, la brigade financière venait d'activer la traque. Paris était un labyrinthe d'ombres et de lumières où chaque rue pouvait dissimuler un danger ou une chance. Pour Christelle Doisy, cette ville n'était pas simplement un décor. C'était un terrain de chasse, un échiquier où chaque pas devait être calculé. Le taxi glissait sur les pavés humides, laissant derrière lui la gare de Lyon et ses souvenirs d'une vie en fuite. Elle fixait son reflet dans la vitre, à peine perceptible sous les lunettes noires. Ce visage, qu'elle avait tant de fois changé, lui semblait soudain étranger. Elle n'était plus la jeune fille de Valenciennes, ni même la femme audacieuse des hôtels parisiens. Elle ne savait pas encore quoi. Laurent ne répondait pas à ses appels. L'écran affichait seulement le vide. Et avec lui, le doute commença à s'installer. Leur complicité avait été le socle de leurs opérations, et maintenant, il la laissait seule. Christelle sentit cette panique qu'elle avait toujours su contrôler, sourdre comme un poison froid. Chaque coin de rue, chaque passager de métro devenait suspect. Elle se souvenait des règles, ne jamais revenir sur ses pas, ne jamais utiliser les mêmes lieux 2 fois, ne jamais faire confiance aux visages familiers. Mais la pression augmentait. Rivière était proche, elle pouvait le sentir. Elle sortit du taxi devant un café discret de Saint-Germain-des-Prés, un endroit qu'elle avait repéré quelques semaines plus tôt pour sa tranquillité et son anonymat. Elle s'installa à une table, sortit un carnet noir et commença à noter. Des noms, des adresses, des codes bancaires, tout ce qui constituait son empire invisible. Les pages étaient ordonnées, impeccables, chaque arnaque méticuleusement enregistrée. Pourtant, une partie d'elle savait que cette archive pourrait devenir sa tombe. Rivière n'aurait besoin que d'un fil pour démêler tout le réseau. Alors qu'elle regardait dehors, un serveur passa avec un plateau. Elle prit un café, noir, sans sucre, et s'efforça de respirer calmement. L'art de la patience était essentiel. Christelle savait qu'elle devait attendre, observer, calculer. Le moindre faux mouvement pouvait être fatal. Pendant ce temps, Rivière, dans son bureau de la brigade financière, assemblait les pièces du puzzle. Chaque escroquerie, chaque transfert suspect, chaque plainte anonyme convergeait vers le même nom. Christelle Doisy. Il avait compris sa méthode. L'illusion de sécurité, le jeu des identités multiples, la capacité à séduire ses victimes par la parole et le charisme. Mais ce qu'il admirait malgré lui, c'était son intelligence stratégique. Une telle maîtrise du mensonge exigeait non seulement du talent, mais aussi une froide détermination. Christelle, dans le café, ne savait pas encore que Rivière avait localisé son téléphone. Il avait déclenché une opération discrète.
surveillance des trajets, analyse des transactions bancaires, filature des contacts connus. Chaque mouvement de Christelle était étudié, prédit, anticipé. Elle était l'ombre d'une reine de l'escroquerie, mais dans ce jeu, même les reines peuvent être prises au piège. Elle se leva enfin, laissant quelques billets sur la table, et se dirigea vers la sortie. La rue semblait calme, mais son instinct lui criait le contraire. Elle traversa lentement, s'arrêtant devant une vitrine pour ajuster son foulard. Elle fit un pas, puis un autre, chaque mouvement calculé pour ne pas attirer l'attention. Un homme assis sur un banc à quelques mètres d'elle observa son passage. Ses gestes étaient trop précis pour être innocents. Christelle sentit le danger, un frisson glacé parcourant son échine. Mais elle ne montra rien. Elle avait appris à masquer la peur derrière un masque de calme. Elle continua son chemin, se fondant dans la foule, jusqu'à atteindre un petit immeuble où elle avait réservé un appartement sous un nom fictif, Marie Lemoine. À l'intérieur, elle verrouilla la porte et laissa son souffle se stabiliser. Les murs étroits et le mobilier simple lui rappelaient en une prison temporaire un sanctuaire provisoire. Elle sortit son ordinateur portable et commença à consulter ses comptes. Les virements récents avaient été effectués, mais il manquait une somme, celle que Rivière, ou quelqu'un de ses équipes, avait réussi à bloquer. Un mince sourire passa sur ses lèvres. La première étincelle de défi se ralluma. Elle n'était pas encore vaincue. Cependant, Christelle savait que la fuite ne suffirait pas. Il fallait qu'elle réagisse, qu'elle prenne l'initiative. Elle décida de contacter un ancien associé, un expert en contrefaçon de documents, pour obtenir de nouvelles identités et des faux passeports. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'une voix grave ne réponde. « C'est toi, Christelle ?»« Oui. J'ai besoin de nouvelles cartes et de noms pour Lisbonne. Rapide et discret. Tu es suivi ? Peut-être. Mais je gère. Fais-moi confiance. » Alors qu'elle raccrochait, elle sentit encore le poids de la solitude. Laurent était absent, Rivière à ses trousses, et ses victimes se multipliaient chaque jour. Chaque arnaque réussie avait laissé derrière elle des traces invisibles mais persistantes. Elle se souvenait des visages, des regards trahis, et parfois, une pointe de remords s'insinuait. Mais ces moments étaient rares, vite chassés par la nécessité de survivre. La nuit tombait sur Paris, et avec elle, l'obscurité semblait envelopper la ville d'un manteau de secret. Christelle, depuis son appartement, planifiait la prochaine étape. Elle devait disparaître encore plus profondément, créer une illusion plus parfaite. Lisbonne n'était qu'une destination intermédiaire. Son esprit imaginait déjà les hôtels, les bureaux, les rencontres. Tout était un échiquier, et elle était à la fois la reine et la joueuse. Mais l'expérience lui enseignait que même les reines peuvent se trouver coincées. Un détail insignifiant, un téléphone oublié, une signature récurrente, et tout pouvait s'effondrer. Elle pensait à Rivière, à sa persévérance. Elle devait rester un pas en avance, comme elle l'avait toujours fait. Ce soir-là, Christelle sortit dans les rues étroites de Saint-Germain, se mêlant à la foule des cafés et des passants. Elle observait chaque visage, chaque mouvement, analysait chaque geste. Elle savait que le moindre faux pas pourrait lui coûter cher. Et pourtant, il y avait en elle cette confiance insolente qui l'avait toujours soutenue, celle de la manipulatrice expérimentée, capable de tourner les situations à son avantage. Dans l'ombre, Rivière continuait sa surveillance, certain qu'il approchait de la fin d'une longue chasse. Mais Christelle, la reine de l'escroquerie, avait encore un tour dans son sac. Elle s'installa à une terrasse, commanda un verre de vin rouge et laissa le monde tourner autour d'elle. Elle n'était pas encore capturée, et tant que cette pensée persistait, elle restait dangereuse, imprévisible, invincible à sa manière. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Laurent. Le message était court. « On se retrouve à l'ombre. Le plan change. » Christelle sourit. La partie n'était pas finie. Elle ferma les yeux un instant, savourant le frisson de la traque. Et dans cette ville immense, où les secrets et les mensonges se confondaient avec les lumières des réverbères, la reine de l'escroquerie préparait sa prochaine scène. Le lendemain matin, Paris se réveilla sous un ciel bas et menaçant, comme pour rappeler à ses habitants que le danger pouvait surgir à chaque coin de rue. Christelle Doisy, elle, ne voyait que les possibilités. Installée dans un appartement temporaire de Saint-Germain, elle avait déjà élaboré le scénario de sa prochaine arnaque. Chaque détail était prévu, les noms, les rôles, les documents, les rendez-vous. Son esprit était un échiquier où chaque pièce avait sa place. Son téléphone vibra. Laurent avait confirmé le lieu de leur rencontre, un petit café discret dans le Marais, loin des caméras et des regards curieux. Christelle enfila son manteau, ajusta son écharpe
et sortit dans les rues encore humides. Elle connaissait Paris par cœur, mais ce matin-là, chaque visage semblait un ennemi potentiel. Son instinct de survie se mêlait à l'excitation de l'opération à venir. En entrant dans le café, elle repéra Laurent immédiatement. Il était assis dans un coin, un journal devant lui, observant les allées et venues. Leur relation avait toujours été étrange. Complicité silencieuse, confiance absolue dans le travail, mais peu de place pour l'affection réelle. Christelle s'assit en face de lui. « Alors quel est le plan ?» demanda-t-elle voix basse, le regard perçant. Un promoteur immobilier à Lyon. Gros coup. Mais il est prudent. On ne peut pas se permettre d'erreur. Comme d'habitude. Elle esquissa un sourire. Leur cible était un homme influent, habitué aux transactions complexes, mais naïf face à l'éclat de ce qui semblait être une proposition légitime. Christelle devait se faire passer pour une avocate représentant un investisseur étranger. Laurent, lui, jouerait le rôle d'un associé discret, fournissant des documents d'apparence officielle et s'assurant que tout semblait crédible. Les jours suivants furent un balai minutieux. Christelle visita des banques pour créer des comptes fictifs, obtint des lettres de recommandation forgées et prépara des contrats légaux altérés. Chaque signature était reproduite avec soin, chaque tampon simulé avec précision. Elle savait que la moindre incohérence pouvait éveiller les soupçons de Rivière, qui continuait sa surveillance invisible. Le jour de la rencontre, Christelle entra dans le bureau du promoteur à Lyon, vêtue d'un tailleur gris impeccable, un air de compétence et d'assurance sur le visage. Elle tendit les documents à l'homme, expliquant avec fluidité chaque clause, chaque détail, chaque chiffre. Le promoteur, charmé par sa confiance et son savoir-faire, ne vit pas l'ombre de doute qui aurait dû naître dans son esprit. Mais Christelle ne se contentait pas de séduire par les mots. Elle observait, analysait, adaptait son jeu à chaque réaction. Un léger froncement de sourcils? Elle ajustait son argumentation. Une hésitation? Elle proposait une solution immédiate. Chaque geste était chorégraphié pour assurer le succès. Pendant ce temps, Rivière, depuis Lyon, recevait des mises à jour de ses agents infiltrés. Il savait que l'arnaque se préparait, mais la localisation exacte de Christelle était encore incertaine. Chaque transaction, chaque appel téléphonique, chaque déplacement devait être scruté. Il sentait qu'il approchait, mais Christelle possédait cette capacité rare à rester 2 pas devant ses poursuivants. Le promoteur signa finalement les documents, convaincu de la légitimité de l'affaire. Christelle et Laurent quittèrent les lieux, dissimulant la joie sous un masque de neutralité. Dans la voiture de location, elle respira profondément, savourant ce mélange de danger et de maîtrise. Mais la reine de l'escroquerie savait que la victoire était temporaire. Rivière était toujours là, patient, méthodique, prêt à frapper au moment où Christelle se croirait invincible. La traque était un jeu de longue haleine, et Christelle, malgré son talent, devait anticiper chaque mouvement. De retour à Paris, elle prit le temps de revoir ses comptes, de vérifier chaque transaction, de s'assurer que toutes les traces numériques étaient effacées. Elle savait que Rivière utilisait des technologies avancées pour suivre ses mouvements, analyser les données, détecter les anomalies. Elle ne laissait rien au hasard. Cette nuit-là, Christelle s'assit devant son ordinateur, planifiant la prochaine étape. Un faux investissement dans une galerie d'art à Lisbonne. Un projet qu'elle pourrait utiliser pour disparaître encore plus profondément. Chaque identité qu'elle créait était plus crédible que la précédente, chaque alibi plus solide. Elle avait compris que la survie dans ce monde d'ombres et de mensonges nécessitait une capacité à se réinventer constamment. Laurent entra, silencieux, et posa un dossier devant elle. « C'est notre chance de tout sécuriser », murmura-t-il. Christelle hocha la tête, ses yeux brillants d'une détermination froide. Elle savait que chaque arnaque, chaque transaction, chaque manipulation augmentait le risque. Mais elle aimait ce frisson, cette sensation d'être vivante au milieu du danger. Le lendemain matin, elle prit le train pour Lisbonne, laissant Paris derrière elle. Les rues, les passants, les cafés, tout semblait insignifiant comparé à l'excitation du jeu qu'elle menait. Rivière, lui, avait déjà déclenché une surveillance accrue, mais Christelle avait anticipé. Elle savait changer de route, de prénom, de voix. Elle était un caméléon, et chaque transformation était une victoire sur le temps et la loi. Dans le compartiment du train, elle observa les paysages défiler. La Seine, les plaines, les petites gares.
Elle pensa à toutes les vies qu'elle avait touchées, toutes les victimes qu'elle avait manipulées. Un sentiment étrange de culpabilité se mêlait à l'euphorie de la réussite. Mais Christelle ne s'attardait jamais sur le passé. Elle vivait dans le présent, dans l'instant précis où chaque mouvement pouvait changer le cours de sa destinée. À Lisbonne, elle avait prévu un appartement discret, un bureau temporaire et un réseau de contacts qui semblaient légitimes, mais étaient tous fabriqués de toutes pièces. Elle s'installa, commença à préparer les documents pour sa nouvelle arnaque et réfléchit à la manière de manipuler les banques locales. Chaque détail devait être parfait. Elle savait que Rivière suivait ses traces, mais la distance, la complexité et la crédibilité de ces nouveaux documents lui offraient un répit temporaire. Pourtant, même dans cette ville étrangère, Christelle ne pouvait se détendre complètement. La peur, la tension, l'anticipation de l'échec faisaient partie de son quotidien. Chaque message de Laurent, chaque appel d'un contact complice, chaque rendez-vous potentiel était analysé, anticipé, préparé. Elle avait appris à vivre dans ce flux constant de risques et de calculs. Cette nuit-là, dans son appartement lisboète, Christelle se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville se refléter dans le Tage. Elle savait que chaque réussite rapprochait Rivière, mais chaque réussite consolidait aussi son empire invisible. Elle sourit, consciente que son jeu n'était pas terminé. Et dans ce calme apparent, la reine de l'escroquerie continuait à rêver, à planifier, à se réinventer. Car tant que la peur et l'audace coexistaient, Christelle Doisy resterait insaisissable, toujours un pas devant ses poursuivants, toujours maîtresse de son destin. Lisbonne se dévoilait sous un ciel gris mêlé de brume matinale, comme une ville qui accueillait ses visiteurs avec prudence et mystère. Christelle Doisy, désormais installée dans un appartement discret du quartier de Santos, observait les rues étroites depuis la fenêtre. Les toits de tuiles rouges, les tramways grésillant sur les rails et la lumière dorée sur le Tage formaient un décor presque irréel. Mais Christelle savait que la beauté de la ville ne signifiait rien face au danger imminent. Rivière n'était jamais loin, même à des centaines de kilomètres, et ses équipes continuaient de suivre chaque mouvement de la reine de l'escroquerie à travers les transactions bancaires et les communications cryptées. Ce matin-là, Christelle se leva tôt, enfilant un tailleur sombre et parcourut son appartement avec la précision d'une chef d'orchestre. Chaque document avait sa place. Chaque fausse identité était prête à entrer en scène. Elle avait choisi Lisbonne pour sa distance relative avec la France, mais aussi pour le chaos relatif du système financier local qui offrait de nombreuses opportunités pour des arnaques sophistiquées. Elle savait que c'était un pari risqué. Plus elle s'éloignait, plus les lois locales pouvaient représenter un obstacle, mais plus elle gagnait en invisibilité. Laurent la rejoignit à l'appartement vers 10 heures. Son expression, habituellement calme et contrôlée, trahissait une tension inhabituelle. « Les choses commencent à devenir compliquées », murmura-t-il en posant un dossier sur la table. « Explique-toi », répondit Christelle, sans lever les yeux de ses documents. Laurent détailla. Une banque locale avait exprimé des soupçons sur les mouvements de fonds récents. Un contact intermédiaire semblait avoir eu des doutes et posé des questions inhabituelles. Certains documents, malgré leur apparence parfaite, avaient été vérifiés trop rapidement par des employés attentifs. Ces petits détails, accumulés, constituaient un danger latent, et Christelle le savait. Le moindre faux pas pouvait déclencher un effet domino. « Il nous faut accélérer le processus », conclut-elle, serrant les lèvres. « Prépare les nouveaux contrats et assure-toi que toutes les signatures sont parfaites. Pas de place pour l'erreur. » Elle avait choisi de prendre le rôle principal pour cette arnaque. Se faire passer pour une consultante en art, représentant une galerie internationale souhaitant investir dans une exposition lisboète. Laurent jouerait l'associé discret, fournissant les preuves financières et les documents légaux nécessaires pour convaincre les banques et les investisseurs. Le plan était audacieux, mais Christelle en maîtrisait chaque étape. Le lendemain, elle rencontra le premier interlocuteur, un banquier d'affaires portugais habitué aux transactions internationales. Christelle déploya son talent, sourire charmant, voix mesurée, gestuelle calculée. Elle expliqua chaque clause, chaque document, chaque subtilité du projet. Le banquier, séduit par la précision et l'assurance de la femme en face de lui, ne posa aucune question gênante. Christelle nota mentalement ses réactions, ajustant son discours à chaque inflexion, chaque signe de doute. Mais même les reines les mieux préparées peuvent commettre des erreurs. À la fin de la réunion, le banquier mentionna l'envoi automatique d'un courrier électronique de confirmation, standard dans ce type de transaction. Un détail insignifiant pour la plupart des gens, mais Christelle sentit une tension la traverser.
Si ce courrier était analysé par Rivière ou ses collaborateurs, il pourrait révéler la supercherie. De retour à l'appartement, elle passa des heures à réviser chaque document, recalibrant signature et en-tête, effaçant toute trace susceptible de compromettre l'opération. Laurent, silencieux mais attentif, observait le stress et la concentration intense de sa partenaire. Pour lui, Christelle était toujours invincible, mais même les plus grands stratèges peuvent être vulnérables sous la pression. Alors que la nuit tombait sur Lisbonne, Christelle sortit pour vérifier ses contacts sur le terrain. Elle se mêla à la foule, observant les passants, les tramways, les vitrines éclairées. La ville, avec son chaos organisé et son rythme lent, offrait des opportunités comme elle en aimait. Des angles morts, des portes dérobées, des témoins inattentifs. Elle utilisa chaque détail pour renforcer son alibi et dissiper toute suspicion. Cependant, Rivière était loin d'être inactif. Depuis Lyon, il avait renforcé la surveillance, utilisant ses contacts dans le secteur financier européen pour obtenir des informations sur les transferts récents. Il savait que Christelle était à Lisbonne, mais localiser son appartement ou ses rendez-vous exacts restait difficile. Chaque transaction, chaque signature falsifiée, chaque adresse utilisée constituait un indice potentiel, et Rivière commençait à assembler le puzzle avec patience. Christelle, consciente que l'attention pouvait se focaliser sur elle à tout moment, prit une décision audacieuse. Elle allait rencontrer en personne un investisseur potentiel, un entrepreneur portugais, dont le nom revenait dans plusieurs dossiers. Le risque était élevé, mais l'opportunité de sécuriser une somme importante justifiait l'audace. Elle prépara ses documents, vérifia encore et encore les détails, et se rendit au rendez-vous, marchant dans les rues pavées de Lisbonne, comme si elle appartenait à la ville depuis toujours. L'entrevue se déroula parfaitement, selon le script qu'elle avait répété des dizaines de fois dans sa tête. Chaque mot, chaque geste, chaque pose était calculé pour maximiser la confiance et minimiser les soupçons. À la fin, l'entrepreneur accepta la transaction, impressionné par le professionnalisme et l'apparente authenticité de Christelle. Elle partit avec un sentiment de triomphe, mais aussi avec une conscience aiguë que chaque succès rapprochait Rivière et sa brigade. De retour à l'appartement, elle analysa la situation avec Laurent. Chaque opération était maintenant plus risquée. Les banques, les investisseurs, les intermédiaires commençaient à se méfier. Même Lisbonne, avec son système financier moins strict que la France, n'offrait plus les marges de manœuvre qu'elle avait anticipées. Christelle comprit que pour continuer, elle devrait redoubler de prudence, créer des identités encore plus crédibles et orchestrer des faux documents avec une précision inégalée. Cette nuit-là, dans l'appartement silencieux, elle planifia la prochaine étape. Un faux transfert vers une galerie en Suisse, un document bancaire impeccable et une série de contacts locaux prêts à servir de témoins factices. Elle savait que chaque mouvement était suivi, chaque transaction analysée. La moindre erreur pouvait être fatale, mais la maîtrise du détail était sa plus grande arme. Pour Christelle Doisy, Lisbonne n'était pas une retraite, mais un champ de bataille. Elle se mouvait avec prudence, utilisant le chaos de la ville pour masquer ses traces et créer l'illusion d'une légitimité inébranlable. Rivière pouvait surveiller, suivre, prédire, mais elle savait que tant qu'elle resterait 2 pas devant, elle serait insaisissable. Et ainsi, tandis que la ville s'endormait sous les lumières des lampadaires, la reine de l'escroquerie continuait son jeu de dupe, manipulant le monde autour d'elle avec la précision et la froideur d'une virtuose. La partie à Lisbonne ne faisait que commencer, et Christelle savait que le moindre faux pas pourrait marquer le début de sa chute, ou la confirmer dans sa légende. Lisbonne s'éveillait sous un ciel d'un bleu pâle, baignant les ruelles étroites de lumière et de promesses. Christelle Doisy, assise dans son appartement du quartier de Santos, examinait les documents de sa dernière opération avec un calme presque surnaturel. Pourtant, au fond de ses yeux, une étincelle de tension révélait l'angoisse qu'elle tentait de dissimuler. La traque de Rivière, devenue plus serrée, transformait chaque réussite en un jeu risqué, et chaque faux pas pouvait être fatal. Depuis quelques jours, elle ressentait une présence invisible dans son quotidien, des coups de fil anonymes, des emails interceptés, des transferts bancaires légèrement retardés. Tous les indices pointaient vers un point central. La police française suivait chacun de ses mouvements. Elle avait anticipé la surveillance, mais ce qui était imprévisible, c'était la patience de Rivière. Il n'agissait jamais dans la précipitation. Il attendait le moment parfait pour frapper. Christelle décida de rencontrer Laurent dans un café discret près du fleuve. Elle devait planifier la prochaine étape et évaluer le risque. En entrant, elle aperçut son partenaire, assis dans l'ombre, les yeux fixés sur l'entrée.
Son visage était fermé, marqué par la fatigue et l'inquiétude. « Ah, qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. « La banque suisse a demandé des vérifications supplémentaires sur nos comptes. On risque d'être grillé si on continue comme ça. » Christelle hocha lentement la tête. Elle savait que chaque transaction, chaque document, chaque contact pouvait devenir un piège. Leur empire de papier et de mensonges, aussi brillant soit-il, montrait des fissures. Ils élaborèrent un plan audacieux. Christelle devait se faire passer pour une consultante internationale, capable de rassurer les banques et de finaliser le transfert vers la Suisse. Laurent jouerait le rôle de l'associé discret, mais visible, apportant un semblant de crédibilité à l'ensemble. Chaque détail devait être parfait, chaque geste calculé pour éviter toute suspicion. Le jour de l'opération, Christelle arriva à la banque, vêtue d'un tailleur bleu marine, le visage impassible. Elle présentait une documentation impeccable, des contrats soigneusement rédigés, des références inventées mais crédibles. Le directeur de la succursale, un homme rigide et méticuleux, examina les papiers, fronça les sourcils à quelques détails mineurs, mais Christelle sut comment détourner son attention avec des explications fluides et convaincantes. Pourtant, à quelques centaines de kilomètres, Rivière observait chaque mouvement via ses contacts et ses technologies de surveillance. Il avait prévu ce scénario. Christelle ne pourrait pas passer totalement inaperçue. Il attendait le bon moment, sachant que son piège se refermerait à l'instant précis où elle croirait sa réussite assurée. Après la réunion, Christelle et Laurent retournèrent à l'appartement. Une tension inhabituelle flottait dans l'air. Christelle sentit que quelque chose avait changé. Des bruits étranges dans la rue, une voiture suspecte garée à quelques mètres, et surtout ce sentiment viscéral qu'elle avait appris à reconnaître, la traque se rapprochait. Ce soir-là, alors qu'elle révisait ses documents, le téléphone sonna. Un message codé de Laurent. « Situation critique. Prépare-toi à disparaître immédiatement. » Et ce mot... Christelle sentit son cœur battre plus vite, mais son visage resta impassible. Elle comprit qu'il était temps d'activer le plan de secours. Un nouvel appartement, un autre nom et une identité complètement différente. Lisbonne, pourtant choisie pour sa distance et son anonymat, devenait maintenant un piège potentiel. Elle prépara ses affaires, emballant rapidement les documents essentiels, les faux passeports et les cartes d'identité. Chaque détail comptait. Une erreur et Rivière pourrait tout démanteler. Laurent surveillait la rue, prêt à signaler toute présence suspecte. Avant de quitter l'appartement, Christelle jeta un dernier regard sur la ville. Lisbonne, avec ses rues pavées et ses tramways colorés, avait été son terrain de jeu, mais maintenant, elle représentait un danger. La reine de l'escroquerie savait que les plus grands risques viennent souvent de la certitude de l'invincibilité. Ils prirent un taxi, se mêlant à la circulation du soir, essayant de passer inaperçus. Mais le danger était tangible. La vigilance accrue de Rivière signifiait que chaque mouvement, chaque véhicule, chaque visage inconnu pouvait être un signe que leur couverture était compromise. Arrivés dans un quartier résidentiel calme, ils descendirent et entrèrent dans un immeuble où Christelle avait loué un autre appartement sous le nom de Isabelle Martel. Le lieu était minimaliste mais fonctionnel, avec une vue dégagée sur la ville et la sécurité d'un quartier moins fréquenté. Christelle respira profondément, mais savait que cette étape n'était que temporaire. Chaque cachette n'était qu'un délai dans un jeu où le temps pouvait lui être fatal. Au cours de la nuit, alors qu'elle planifiait sa prochaine arnaque, Christelle sentit pour la première fois une inquiétude réelle. Rivière n'était pas seulement un obstacle, il représentait la réalité, la fin possible de son empire. Elle devait anticiper chaque mouvement, prévoir chaque réaction. La traque n'était plus un élément abstrait, mais un facteur concret, prêt à la frapper à tout moment. Pourtant, malgré la pression, Christelle trouvait une étrange satisfaction dans cette tension. Chaque mouvement calculé, chaque identité inventée, chaque mensonge parfait était une preuve de son génie, mais aussi un rappel de sa vulnérabilité. Elle se savait en danger, mais elle continuait, avec la maîtrise et l'audace qu'il avait définies depuis ses débuts. Alors que Lisbonne s'endormait sous les lumières des lampadaires, Christelle s'assit près de la fenêtre, observant les rues silencieuses. Laurent dormait à l'autre bout de l'appartement, épuisé mais vigilant. Christelle, elle, restait éveillée, planifiant le lendemain, le prochain transfert, la prochaine identité, sachant que le piège de Rivière se resserrait inexorablement. Et dans ce calme trompeur, la reine de l'escroquerie préparait sa réponse. Un mouvement stratégique qui pourrait, cette fois, changer le cours de sa traque, ou sceller définitivement sa chute. Lisbonne baignait dans une lumière matinale douce.
les ruelles étroites et pavées scintillant sous l'éclat des lampadaires qui refusaient de s'éteindre. Christelle Doisy s'étira dans son nouvel appartement du quartier de Santos, le regard accroché à la fenêtre. Chaque mouvement de la ville lui semblait porteur d'un danger potentiel, chaque passant un informateur inconnu, chaque reflet dans la vitre un signe à interpréter. Elle savait que Rivière ne dormait jamais, que sa traque était méthodique, patiente et implacable. Après quelques heures passées à réorganiser ses faux documents et à planifier le transfert suivant vers la Suisse, Christelle décida de sortir. Une réunion cruciale l'attendait avec un intermédiaire local, un collectionneur d'art susceptible de valider son projet fictif de galerie. Elle devait sécuriser ses fonds et renforcer son alibi pour les jours à venir. La prudence guidait chacun de ses pas, mais une tension latente la rendait plus attentive que jamais. Elle quitta l'immeuble, marchant parmi les passants pressés, ses talons résonnant sur les pavés humides. Elle observa chaque visage, chaque mouvement. La vigilance n'était pas un choix, mais une seconde nature. Le café où elle devait rencontrer son contact se trouvait à quelques rues seulement. En approchant, elle remarqua un détail qui fit battre son cœur plus vite. Une voiture sombre garée sur le côté, moteur coupé, et derrière le volant, un homme dont la posture lui semblait étrangement familière. Christelle eut un flash. La silhouette rappelait vaguement les descriptions fournies par les témoins en France. Rivière n'était peut-être pas sur place, mais il avait ses agents. Son instinct lui criait de rebrousser chemin, mais elle savait qu'un mouvement brusque éveillerait des soupçons. Elle prit une profonde inspiration et s'avança avec calme, simulant l'indifférence. Le contact l'attendait à l'intérieur du café, un homme d'une 50aine d'années, raffiné mais prudent. Christelle entra, salua poliment et s'assit. Ils échangèrent des banalités d'usage avant que l'homme ne demande les documents. Christelle les présenta, impeccable comme toujours, mais elle sentit son regard aller et venir entre le papier et la fenêtre. « Vous êtes sûr que tout est en ordre ?» demanda le collectionneur, l'air suspicieux. « Absolument. Chaque document a été vérifié et validé. » Sa voix était ferme, convaincante, mais elle percevait la tension croissante autour d'eux. Alors qu'elle discutait des clauses et des transferts financiers, un détail brisa sa concentration. Le cliquetis léger d'une caméra de surveillance interne, déplacée subrepticement pour la filmer. Christelle sentit le piège se refermer. Rivière, ou du moins l'un de ses agents, était ici, dans ce café, analysant chacun de ses gestes. Sa respiration se fit plus régulière, un masque de calme sur le visage, mais chaque fibre de son corps était tendue. Après avoir conclu la rencontre et obtenu la signature de l'intermédiaire, Christelle sortit et observa la rue. La voiture était toujours là, immobile, mais avec le moteur en marche. Le conducteur ne bougeait pas, simplement assis, observant. Christelle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple hasard. La traque venait de passer à un niveau supérieur. Elle devait improviser, et vite. Et elle fit quelques pas dans une ruelle adjacente, changea sa trajectoire de manière inattendue, puis prit un taxi sous un nom fictif. Chaque mouvement était pensé pour désorienter l'ombre derrière elle. Laurent, qui suivait la situation à distance, la guida par téléphone, l'informant des zones les plus sûres et des détours possibles. La tension était palpable, mais Christelle savait que chaque décision pouvait faire la différence entre l'échec et la survie. De retour à l'appartement, elle verrouilla soigneusement toutes les issues et activa ses dispositifs de surveillance improvisés. Elle savait que Rivière ne tarderait pas à analyser les images du café, les flux bancaires et les communications. Chaque instant était crucial pour anticiper la prochaine étape de la traque. Ce soir-là, Christelle réfléchit longuement. Elle comprit qu'elle devait augmenter la complexité de ses opérations, créer des identités encore plus solides et des alibis presque impossibles à remettre en question. Chaque faux pas observé par Rivière serait un indice pour sa capture. Elle avait atteint un point critique. La réussite de ses arnaques dépendait désormais autant de sa capacité à manipuler les personnes que de sa maîtrise technique des documents et des comptes. Laurent, assis à ses côtés, nota « Si Rivière continue à rapprocher ses agents, nous devons envisager un plan radical, changer de pays, de réseau, tout effacer et repartir à zéro. » Christelle hocha la tête. L'idée de recommencer à zéro n'était pas agréable, mais elle savait que la prudence devait primer. Son empire d'ombres et de mensonges était fragile, et chaque victoire la rapprochait de la fin possible de sa liberté. La nuit tomba sur Lisbonne. Christelle resta éveillée, surveillant chaque mouvement depuis sa fenêtre. Les lumières des rues semblaient plus menaçantes que jamais,
chaque bruit de pas sur le pavé résonnant dans son esprit comme une alerte. Elle comprit que Rivière avait réussi à s'infiltrer dans sa routine et que désormais, elle devait réagir avec la rapidité et la précision d'un maître d'échecs. Elle prit alors une décision audacieuse. Contacter un vieil associé en Espagne, capable de fournir des identités et des documents plus solides que tout ce qu'elle avait utilisé jusqu'ici. C'était un pari risqué, mais nécessaire. La reine de l'escroquerie savait que chaque mouvement comptait et que chaque seconde pouvait sceller son destin. Alors qu'elle planifiait ce transfert délicat vers l'Espagne, elle ressentit un mélange étrange de peur et d'excitation. Rivière la poursuivait, mais cette pression n'avait jamais paralysé Christelle. Elle la galvanisait. Dans l'ombre de Lisbonne, elle était toujours maîtresse de son jeu, toujours capable de transformer chaque menace en opportunité. Et tandis que la ville s'endormait, Christelle Doisy, la reine de l'escroquerie, préparait son prochain mouvement, consciente que la partie avec Rivière venait de franchir un seuil dangereux. La confrontation, même indirecte, était inévitable. Lisbonne s'était installée dans une chaleur estivale, les ruelles étroites baignant dans une lumière dorée qui rendait la ville à la fois belle et dangereuse. Christelle Doisy, depuis son nouvel appartement dans le quartier d'Alfama, observait la ville avec un mélange d'émerveillement et de vigilance. Chaque détail comptait, le va-et-vient des passants, le rythme des tramways, les changements subtils dans la circulation. Elle savait que Rivière n'était jamais loin, que chaque pas qu'elle faisait pouvait être scruté par ses yeux invisibles. Ce matin-là, Christelle prit une décision audacieuse. Il était temps de déplacer l'échiquier. Lisbonne, bien que pratique pour ses arnaques, devenait trop prévisible. Elle devait s'éloigner, semer ses poursuivants et créer une illusion parfaite de légitimité dans un nouveau pays. L'Espagne semblait le choix idéal. Proximité géographique, facilité de communication, mais aussi un environnement suffisamment distinct pour confondre les traqueurs. Laurent arriva à l'appartement avec un dossier complet. « Tout est prêt pour le transfert ?» demanda Christelle, le regard fixé sur les documents. « Oui, mais c'est risqué. Chaque banque, chaque contact pourrait être un point de friction. »« Parfait. » Christelle esquissa un sourire glacé. Plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Le plan était complexe. Créer un transfert massif de fonds à travers plusieurs comptes fictifs, utiliser des identités multiples pour brouiller les pistes, et simultanément préparer un voyage vers Madrid sous une identité totalement nouvelle. Chaque étape nécessitait une précision chirurgicale. Laurent, bien que nerveux, savait qu'il devait suivre ses instructions sans poser de questions. Christelle, comme toujours, était la maîtresse du jeu. Elle se rendit à la première banque, dans le centre de Lisbonne, munie d'un dossier impeccable. Chaque signature, chaque tampon, chaque lettre était authentique à l'œil non averti, mais fabriquée avec une expertise rare. Le banquier examina les documents, fronça les sourcils sur un détail mineur, mais Christelle sut détourner son attention avec une explication fluide et convaincante. Elle sentait l'adrénaline monter, chaque succès renforçait sa légende, mais aussi l'attention de Rivière. Après avoir finalisé le transfert initial, elle rejoignit Laurent pour l'étape suivante. Ensemble, ils envoyèrent les fonds à travers un réseau de comptes et de sociétés écrans, chaque mouvement étant méticuleusement calculé pour créer un brouillard financier presque impossible à tracer. Christelle surveillait les flux numériques comme un chef d'orchestre, ajustant les détails en temps réel. Cependant, même les plus grands stratèges peuvent rencontrer des imprévus. Alors qu'ils finalisaient le dernier transfert, un courriel inattendu apparut dans la boîte de Laurent. Une notification de la banque espagnole concernant un virement suspect. Le cœur de Christelle se serra un instant, mais elle ne laissa rien transparaître. Chaque mouvement devait être couvert, chaque détail anticipé. Elle prit son téléphone et fit un appel discret à son contact en Espagne, qui confirma que tout pouvait être corrigé en quelques heures si la procédure était exécutée correctement. Cette nuit-là, Christelle prépara ses affaires pour Madrid. Chaque vêtement, chaque document, chaque gadget électronique avait été choisi avec soin. Elle devait disparaître de Lisbonne avant que Rivière ou ses agents ne puissent analyser les nouveaux flux financiers. Le timing était critique. 1 heure de retard et toute la machinerie pourrait s'effondrer. En prenant le train vers la frontière espagnole, Christelle se sentait paradoxalement libre et piégée à la fois. La vitesse et le mouvement offraient un sentiment de contrôle, mais la conscience que Rivière pouvait anticiper ses actions ajoutait une pression constante. Laurent, assise en face d'elle, ne posait aucune question, laissant Christelle guider chaque décision. Arrivée à Madrid,
Elle s'installa dans un appartement loué sous le nom de Sophie Bertrand. La ville, avec ses larges avenues et ses immeubles modernes, offrait un terrain idéal pour dissimuler ses mouvements. Christelle commença immédiatement à préparer sa prochaine arnaque. Un projet immobilier fictif impliquant des investisseurs européens, une façade légale impeccable et des documents financiers solides. Mais Rivière n'était jamais loin. Depuis Lyon, il analysait les flux, les identités et les communications. Chaque déplacement de Christelle était une pièce du puzzle, et il rapprochait patiemment les pièces pour anticiper son prochain mouvement. Christelle savait que son avance diminuait, mais elle avait confiance en sa capacité à improviser. Chaque situation imprévue, chaque obstacle, n'était qu'une nouvelle opportunité de démontrer son génie stratégique. Les jours suivants furent un ballet complexe de réunions, de transferts financiers et de manipulations habiles. Christelle jouait avec la précision d'un virtuose, créant des alibis, ajustant ses identités et orchestrant chaque rencontre avec les investisseurs et les banques. Elle était consciente que chaque erreur pouvait être fatale, mais chaque succès renforçait sa position et complexifiait le travail de Rivière. Cependant, l'ombre du risque était omniprésente. Chaque soir, Christelle vérifiait les rues depuis son balcon, scrutant la ville, anticipant les mouvements possibles de Rivière ou de ses agents. La tension constante était devenue un moteur. Plus la traque se resserrait, plus son ingéniosité était mise à l'épreuve. Alors qu'elle préparait une réunion capitale avec un investisseur espagnol influent, Christelle se rendit compte que la partie n'était plus seulement un jeu de documents et d'identités. C'était maintenant un affrontement psychologique, une course contre Rivière où chaque décision devait être parfaite. Et tandis que Madrid s'endormait sous les lumières des lampadaires, Christelle Doisy, insaisissable et déterminée, savait que le prochain mouvement serait crucial. La reine de l'escroquerie devait non seulement sécuriser ses arnaques, mais aussi semer Rivière de manière définitive, ou risquer de perdre tout ce qu'elle avait construit. Madrid s'étendait sous une lumière matinale éclatante, mais pour Christelle Doisy, la ville n'était qu'un labyrinthe de menaces potentielles. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque passant pouvait être un obstacle ou un danger. Elle avait désormais consolidé son réseau d'arnaques en Espagne, créé de nouvelles identités et sécurisé plusieurs transferts financiers qui semblaient irréprochables. Mais malgré cette apparente maîtrise, une tension persistante l'accompagnait. Rivière était toujours là, invisible mais omniprésent, patient, méthodique, prêt à frapper au moment où elle se sentirait en sécurité. Christelle avait rendez-vous ce jour-là avec un investisseur clé, un homme d'affaires réputé pour ses vérifications minutieuses. La réussite de cette rencontre déterminerait la crédibilité de son projet immobilier fictif et la solidité de ses arnaques. Elle s'habilla avec soin, optant pour un tailleur gris sobre, son maquillage discret mais précis, et prit tous les documents nécessaires. Chaque détail était crucial, car le moindre faux pas pouvait éveiller les soupçons. Arrivée à l'hôtel où devait se tenir la réunion, elle repéra immédiatement un détail qui lui fit frissonner. Un homme à l'entrée, discret mais attentif, observant tous les allées et venues. Son instinct lui cria immédiatement que quelque chose clochait. Rivière ou un de ses agents était probablement là. Christelle ajusta son sourire et entra dans le hall, le pas assuré, mais la tension palpable. La réunion se déroula selon le scénario prévu. Christelle présenta les documents avec fluidité, expliqua chaque clause et chaque investissement, et répondit avec assurance aux questions pointues de l'investisseur. Chaque mot, chaque geste, chaque sourire était soigneusement calibré. Pourtant, son esprit analysait chaque détail autour d'elle, chaque mouvement suspect, chaque regard. Elle savait que la moindre erreur pourrait être fatale. À la fin de la rencontre, l'investisseur se montra impressionné. Les signatures furent échangées, les fonds promis, et Christelle quitta l'hôtel avec un sentiment de triomphe mêlé d'inquiétude. Dans la rue, elle observa de nouveau l'homme discret. Il n'avait pas bougé, restant parfaitement immobile, comme s'il attendait le moment exact pour agir. Christelle comprit que la traque venait de franchir une étape critique. De retour à son appartement, elle convoqua Laurent pour discuter de la situation. « Ah, il y a quelqu'un sur notre piste », dit-elle calmement, mais avec gravité. « Il nous suit, et il est patient. »« Rivière, tu crois ?» demanda Laurent, la voix trahissant une inquiétude rare. « Oui, et il sait que nous avons fait un mouvement audacieux. Il attend le moment parfait pour frapper. »
Christelle savait qu'elle devait improviser rapidement. Elle décida de changer totalement d'identité pour une durée limitée, d'utiliser des itinéraires imprévisibles et de créer des distractions pour semer ses poursuivants. Chaque contact fut prévenu sous un pseudonyme différent. Chaque transfert fut redirigé, chaque appel sécurisé. L'objectif était clair: brouiller les pistes et protéger l'empire fragile qu'elle avait construit. Cette nuit-là, elle prépara un plan audacieux, un déplacement vers Barcelone sous une identité totalement nouvelle, où elle pourrait orchestrer une série de transferts fictifs pour distraire Rivière et ses agents. Chaque détail était pensé: vêtements, documents, itinéraires, faux rendez-vous, tout devait créer une illusion parfaite de légitimité et de mobilité. Le lendemain matin, Christelle quitta Madrid avec Laurent, utilisant un train à grande vitesse pour couvrir la distance rapidement. Elle observait chaque mouvement depuis la fenêtre du compartiment, analysant les autres passagers et les lieux de transit, prête à improviser à la moindre anomalie. Rivière, de son côté, continuait d'assembler les pièces du puzzle, mais Christelle restait toujours un pas devant, anticipant chaque mouvement avec un mélange de génie et de pragmatisme. Arrivée à Barcelone, elle s'installa dans un appartement discret, avec vue sur le port. Elle commença immédiatement à préparer les transferts fictifs, les réunions simulées et les identités multiples qui devaient créer un écran protecteur contre toute intrusion de Rivière. La tension était maximale, mais Christelle savourait ce frisson. Elle avait appris à vivre avec le danger, à le transformer en moteur pour sa créativité et son ingéniosité. Cependant, un imprévu surgit. Un courrier recommandé adressé à l'une de ses fausses identités, contenant une convocation bancaire pour vérification. Christelle sentit un frisson d'angoisse, mais elle sut immédiatement que la réponse devait être rapide et parfaite. Elle utilisa un stratagème ancien mais efficace: déléguer la réponse à un intermédiaire complice, tout en créant une alerte pour détourner l'attention des véritables enjeux. Chaque geste était calculé, chaque seconde comptait. La nuit tombée sur Barcelone, Christelle resta éveillée, planifiant le lendemain, observant la ville depuis son balcon, consciente que Rivière rapprochait inexorablement ses filets. Mais elle n'était pas encore vaincue. Chaque identité, chaque transfert, chaque fausse piste était une preuve de sa maîtrise. Elle savait que le plus grand défi ne résidait pas seulement dans la manipulation financière, mais dans la capacité à rester insaisissable face à un adversaire méthodique et patient. Christelle Doisy, la reine de l'escroquerie, continuait son chemin, jonglant entre audace, intelligence et prudence. La partie avec Rivière venait d'atteindre un niveau critique et chaque décision désormais pouvait sceller son destin ou renforcer sa légende. Barcelone s'étendait sous un ciel crépusculaire, les lumières du port scintillant comme des étoiles tombées sur la terre. Christelle Doisy, depuis le balcon de son appartement discret, observait la ville avec un calme apparent. Pourtant, à l'intérieur, chaque fibre de son corps était en alerte. La traque de Rivière avait atteint un point critique. Après des semaines de déplacements, de transferts financiers et de manipulation d'identité, la reine de l'escroquerie savait que le moment du dernier coup était arrivé. Christelle avait planifié cette étape depuis Lisbonne, un transfert final d'une ampleur exceptionnelle, impliquant des comptes fictifs à travers l'Europe, destinés à consolider son empire et à semer définitivement Rivière. Chaque détail avait été orchestré avec précision. Documents légaux impeccables, communication sécurisée et une série de fausses pistes destinées à tromper les agents de Rivière. Mais elle savait que ce coup, aussi brillant soit-il, comportait un risque immense. Le matin du transfert, elle se prépara méticuleusement. Chaque vêtement, chaque accessoire, chaque geste était calculé pour paraître crédible, tout en dissimulant ses intentions réelles. Laurent, fidèle partenaire et complice, l'aida à vérifier une dernière fois tous les détails. « Tout est prêt ?» demanda-t-il, nerveux. « Oui », répondit Christelle avec un calme glaçant. « Cette fois, nous ne laissons aucune ouverture. » Et là, si... d'accord. La première étape consista à envoyer des fonds à travers plusieurs comptes en Espagne et en Suisse. Christelle surveillait chaque transaction, ajustant les virements pour qu'ils correspondent parfaitement à ses fausses identités et à ses documents. Chaque mouvement était une chorégraphie complexe, conçue pour tromper les yeux les plus attentifs. Alors qu'elle finalisait la dernière étape, une alerte survint sur l'un de ses dispositifs de surveillance. Un véhicule inconnu venait de se garer devant l'immeuble. Christelle sentit un frisson d'adrénaline. Rivière ou l'un de ses agents était à Barcelone. La situation devenait critique. Elle prit une décision audacieuse, utiliser une identité supplémentaire et quitter immédiatement l'appartement. Laurent l'accompagna et ensemble, ils traversèrent donc la ville en taxi, puis en métro,
changeant plusieurs fois de moyen de transport pour semer toute surveillance. Chaque détour, chaque arrêt, chaque mouvement était calculé pour créer une illusion de normalité tout en protégeant leur véritable objectif. Arrivés à un hôtel discret du quartier gothique, Christelle prit le temps de réévaluer la situation. Elle devait finaliser le transfert et simultanément créer un écran de fausses informations pour Rivière. Chaque email, chaque document, chaque conversation téléphonique fut minutieusement orchestrée pour donner l'illusion qu'elle était toujours à Barcelone, tout en préparant sa prochaine étape. La tension atteignit son paroxysme lorsque Laurent signala un mouvement suspect à l'entrée de l'hôtel. Christelle sut que Rivière avait réussi à anticiper une partie de leur plan. Mais elle ne montra aucune peur. Avec une précision froide, elle modifia les routes de communication, envoyant des informations contradictoires pour semer la confusion et détourner l'attention de Rivière. Le transfert final fut exécuté avec succès. Les fonds fictifs étaient désormais sécurisés, les comptes protégés et les fausses identités consolidées. Christelle avait non seulement semé Rivière, mais elle avait créé un réseau de sécurité qui lui permettait de disparaître temporairement. Chaque mouvement, chaque décision, chaque risque calculé avait été payé par la maîtrise totale de la situation. Alors que la nuit tombait sur Barcelone, Christelle et Laurent se posèrent dans un appartement temporaire, épuisé mais victorieux. Christelle regarda par la fenêtre, réfléchissant à tout ce qui s'était passé depuis Lisbonne. Chaque ville, chaque transfert, chaque mensonge, chaque danger. Elle savait que Rivière continuerait à chercher, mais elle avait gagné du temps, consolidé son empire et prouvé, une fois de plus, que sa réputation de reine de l'escroquerie n'était pas usurpée. Pour Christelle, la victoire n'était pas seulement dans l'argent ou dans la manipulation des identités, mais dans la maîtrise totale de la situation. Rivière pouvait observer, analyser, anticiper, mais il ne pouvait jamais être totalement certain de son prochain mouvement. Et c'est cette incertitude, cette maîtrise du chaos, qui faisait de Christelle Doisy une légende dans le monde de l'escroquerie. Alors que les lumières de Barcelone scintillaient dans la nuit, Christelle sut que cette partie était gagnée, mais elle savait également que la prochaine traque, le prochain défi, serait inévitable. Pour l'instant, elle pouvait savourer sa victoire, consciente que sa légende venait de s'écrire à nouveau entre audace, intelligence et perfection du mensonge. L'histoire de Christelle Doisy se terminait ici dans cette partie, mais son itinéraire comme reine de l'escroquerie laissait une empreinte indélébile dans l'univers de la manipulation et du mensonge, une preuve que l'audace et l'intelligence pouvaient défier même les plus perspicaces enquêteurs.